Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2. Ceux qui nous suivent à la radio ont pu voir qui nous suivent sur Internet et qui voient la vidéo. C'est pas facile, hein. C'est pas sûr que vous soyez très nombreux à avoir réussi. On a des problèmes avec le vilain diffuseur qui veut de l'argent. Il en veut beaucoup tout d'un coup. Et on n'est pas sûr. Mais enfin bon, du coup, c'est une nouvelle tête parce qu'on l'a jamais vu raser jusqu'à présent. Il était plutôt garni de barbe et autres. Mais en fait, vous l'avez déjà entendu, vous allez reconnaître sa voix. Hein. Le principal, c'est la radio. Et la radio, ce sont des voix, la radio, vous voyez. Et en l'occurrence, lui, il est jaune. En l'occurrence, le monsieur, c'est Sylvain Baron. Alors, il est... Bon, on va parler, il va se resituer, hein, donc je vais le laisser faire. Mais on va pas reparler de complètement, enfin oui, mais pas de la même façon de ce auquel il nous a déjà parlé. Alors Sylvain, bonjour. Bonjour. Comme si on s'était pas dit bonjour avant, tu vois, c'est gros baratineur. Donc oui, on s'est dit bonjour avant, en fait, on s'est même fait la bise. C'est ça. Et on n'a pas eu le temps de manger et il n'est pas prévu qu'on... Ouf, heureusement il y a eu une panne de micro là parce qu'il y avait un truc à censurer qui est passé. Sylvain, cette période a été quand même intense, elle l'est encore, oui. Donc. Et là, ça va être le bonheur pour les auditeurs. Je vais te laisser la parole, vraiment. Ah bah dis, j'espère que ce sera le bonheur pour moi aussi parce que je suis toujours un peu déconcerté. Peut-être rappeler qui je suis pour ceux qui découvrent. Donc je m'appelle Sylvain Baron, je suis un activiste qui est éditeur d'un journal associatif qui s'appelle Poil à gratter, qui est une agora populaire. Et je suis aussi le président d'une association qui s'appelle Les Décrocheurs, qui se revendique du droit de résistance à l'oppression tel que défini dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Nous menons des actions qui consistent à décrocher des drapeaux européens, entre autres. Nous faisons aussi d'autres petites choses, mais voilà, nous cherchons à faire comprendre que la désobéissance civile peut passer effectivement par quelques actes illégaux, mais pour pouvoir justifier qu'un acte est illégal, il faudrait encore vérifier qu'il n'est pas une raison politique grave d'être fait. Donc voilà, ça c'est un petit peu le travail dans lequel je me suis lancé en fait sur plusieurs années. J'ai d'abord commencé par le côté un petit peu littéraire et intellectuel, donc en étudiant le droit de résistance à l'oppression sous toutes ses formes. Et je me suis intéressé ensuite, entre autres choses, au crime de haute trahison, puisque j'étais particulièrement choqué on est tous choqués du comportement de nos politiciens en général, mais il faut dire que François Hollande va très très loin dans le concept, au point que, en étudiant un peu ce qu'était le crime de haute trahison au sens du droit pénal, j'ai commencé à constater qu'il y avait des affaires relayées par la presse, donc la presse mainstream, hein, c'est pas de la presse alternative, qui relevaient clairement du crime de haute trahison. Et Monsieur Hollande, qui était un citoyen français comme les autres, est encore libre et occupe actuellement des fonctions qui lui permettent de nuire très très largement aux intérêts fondamentaux de la nation. Voilà pourquoi on m'a trouvé le 14 juillet avec des tas d'autres personnes dans des manifestations dans tout Paris, et qu'aujourd'hui je suis encore là pour continuer à perpétuer le mouvement jusqu'à ce qu'il se développe suffisamment et qu'on ait atteint la masse critique pour commencer à effrayer un petit peu le pouvoir. Voilà. Alors bon, donc tu nous expliques qu'on en a écartelé pour moins que ça. Tout à fait. Alors, là aussi, il y a des histoires de... Bon, je resserre ce que je racontais un petit peu avant. Nous allons heurter vos croyances. C'est comme ça. Nous allons heurter vos croyances, puisque vous avez la croyance que nos hommes politiques sont bons, agissent dans notre intérêt, avec des maladresses, selon qu'ils sont dans votre parti ou qu'ils ne sont pas dans votre parti. Mais c'est une croyance. C'est la croyance que les hommes politiques respectent les lois. Bon, on ne va pas parler des petits scandales à 2 balles pour trafic de pognon, d'influence et autres, là, ok. Mais c'est pas ça qu'on est venu vous servir. On ne vous parle pas de faits divers, là. On n'est pas dans le fait divers. Alors, tout à fait, parce qu'il est vrai on voit qu'il y a quand même une corruption qui est assez massive avec nombre d'affaires de pognon
Enfin voilà, bon, il y a déjà de quoi avoir du discrédit pour la classe politique en général, mais il faut quand même différencier les différents crimes en fonction de leur gravité, surtout quand ils portent atteinte à ce qu'on appelle aux intérêts fondamentaux de la nation, et je vais essayer de vous les décrire pour commencer, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Alors, au sens du code pénal, donc je vais vous dire tel que c'est dicté. Le crime prévu par l'article 83 du code pénal ancien, parce qu'en fait le code pénal n'a cessé d'évoluer, est constitué lorsque sont établies des intelligences avec des agences d'une puissance étrangère de nature, indépendamment de tout résultat positif, à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels. En fait, la dernière partie de la phrase précise globalement ce que sont les intérêts fondamentaux de la nation. Et il y a une définition selon Tacite dans les Annales qui dit ceci. Les intérêts fondamentaux de la nation sont toujours reliés un petit peu au crime de trahison, parce que c'est à ce moment-là qu'on en parle dans le droit coutumier, positif, pénal, etc. Alors, fais gaffe, parce que droit coutumier, positif, je suis pas sûr que tout le monde ait capté. Alors je vais l'expliquer un petit peu après. Je vais essayer de finir de préciser un petit peu comment on perçoit ce que sont les intérêts fondamentaux de la nation. Donc Tacite, lui, en parle comme étant une trahison envers l'armée, la sédition à l'égard de la plèbe, ou enfin la mauvaise gestion des affaires publiques nuisible à la majesté du peuple romain. Voilà d'où vient le crime de lèse-majesté. Au départ, le crime de la lèse-majesté n'est pas quelque chose qui regarde un roi, puisque à l'époque nous étions dans une république, mais c'était le crime contre les intérêts du peuple romain. Donc les intérêts fondamentaux de la nation, ça concerne la situation militaire d'un pays, sa situation diplomatique et ses intérêts économiques essentiels. C'est ce qu'il faut retenir pour commencer. Cela signifie que si nous avons une personne disposant d'un commandement quelconque qui va trahir ces intérêts-là, nous entrons dans le crime de haute trahison, et ensuite je vais vous donner quelques exemples et puis vous décrire quelques articles de loi pour bien comprendre de quoi on parle. D'accord. Tu veux quoi? Tu veux qu'on fasse une respiration? Non, je peux. Je peux y aller directement. Je vais vous donner quelques exemples, parce qu'en fait, c'est plus facile d'y aller par des exemples concrets et ensuite de parler des lois qui en parlent. Vous allez faire la relation et vous allez savoir. Rappelez-vous donc l'affaire Snowden. Je vais revenir sur mon texte parce que je prends directement des coupures de presse pour me faciliter la vie. Le Monde, le journal Le Monde, le 21 octobre 2013, publie un article qui s'intitule « Comment la NSA espionne la France ». Alors, je ne vais pas vous lire l'intégralité de l'article, je vais vous dire juste quelques extraits qui sont importants. Selon les documents de l'Agence nationale de sécurité, NSA, obtenus par Le Monde, les communications téléphoniques des citoyens français sont en effet interceptées de façon massive. Je tiens à ce qu'on retienne l'adjectif qui est donné par le journaliste, de façon massive. Ces pièces dévoilées en juin par l'ex-consultant de l'agence, Edward Snowden, décrivent des techniques utilisées pour capter illégalement les secrets ou la simple vie privée des Français. Certains éléments ont été évoqués par l'hebdomadaire allemand Der Spiegel et le quotidien britannique The Guardian. D'autres sont inédits. Parmi les milliers de documents soustraits à la NSA par son ex-employé, figure un graphique qui décrit l'ampleur des surveillances téléphoniques réalisées en France. On constate que sur une période de 30 jours, du 10 décembre 2012 au 8 janvier 2013, 70,3 millions d'enregistrements de données téléphoniques des Français ont été effectués par la NSA. Quand on vous dit que c'est massif, c'est pas 5 mecs ou 15 ou 1000. Voilà. C'est des centaines de milliers. C'est des millions. On parle en dizaines de millions d'interceptions. Et c'est tiré un peu au hasard? Alors, moi, j'ai pas les données précises, mais apparemment, Le Monde, lui, les a, puisque c'est ce qu'ils disent dès le départ, que je reviens sur le début de l'article, selon les documents de la NSA obtenus par Le Monde, donc ça veut dire que le journal Le Monde, lui, a des preuves. Parce qu'en fait, Edward Snowden, malheureusement, vous vous rappelez que nous ne lui avons pas accordé l'asile politique, alors qu'on pouvait le faire. C'est la Russie qui lui a accordé l'asile politique. Mais si on lui avait accordé l'asile politique, nous sommes bien d'accord que dès lors qu'il y a des vulnérabilités dans nos infrastructures en termes de télécommunications, des agents qui seraient un peu corrompus et qui donnent de telles informations sensibles à une puissance étrangère, nous pourrions réduire ces vulnérabilités
vulnérabilité. Nous l'aurions entendu, nous aurions compris ce qui ne va pas et nous aurions pu faire en sorte de réduire ces vulnérabilités. Ça n'a pas été le cas puisque nous ne lui avons pas accordé l'asile politique. Nous étions à l'époque encore sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Et il faut bien comprendre que quand on parle de dizaines de millions d'enregistrements de données téléphoniques, on n'est pas en train de parler de relations entre États pour dire j'ai une information à le communiquer sur un éventuel terroriste au coup par coup, où on va donc s'échanger quelques informations qui sont utiles pour la lutte contre le terrorisme. Là, on parle de millions de données d'enregistrement téléphonique, donc on parle de l'ensemble des citoyens français. On n'est plus du tout dans un registre de lutte contre le terrorisme, on est dans la livraison de données massives. Et il faut savoir aussi que nos diplomates à l'ONU ont été espionnés. Récemment, on a appris que même les communications téléphoniques de nos présidents étaient espionnées. Et il faut savoir que les communications de nos diplomates, entre autres, parce qu'il n'y a pas eu que, relèvent du secret défense. Et ça, je peux vous le prouver aussi par un article de loi, mais je vais vous l'éviter parce que ça fera l'objet d'une conférence où je serai un peu plus complet. Là, j'essaie juste de vous donner quelques extraits pour vous faire sentir déjà quelque chose qui n'est pas normal. Que les magistrats, les journalistes et les autorités constituées n'aient pas réagi, n'aient pas senti qu'il y avait un problème grave, ça me paraît choquant. Donc il y a un bout qui me manque là quand même. A priori, donc je vais probablement dire une erreur que tu vas corriger parce que il y a un bout qui manque. On apprend qu'il y a eu des écoutes. On ne peut donc parler de faute qu'entre le moment où nous savions que ça avait lieu. Donc il y a un moment. Et ensuite, nous jugeons qu'il y a une période excessivement longue pendant laquelle on n'a pas vu de correctif apporté. Donc, on parle bien, à un instant donné, on l'a appris, on le savait pas avant, parce qu'ils font quand même ça, ils font pas ça en plein jour, on peut le comprendre, c'est logique, il faut aller au bout du truc. Donc, ils nous espionnent, c'est en douce, ok, pendant qu'on le sait pas, on le sait pas, alors on va pas attendre d'action corrective sur une situation qu'on ne connaît pas. Donc là, on parle d'un moment où on l'apprend. À partir de ce moment-là, on est en faute si on ne se met pas au travail. Et un peu après, on se met en faute si on n'a pas eu un résultat. Tout à fait. Alors, quelles sont les durées, les moments ? Alors là, je vais vous lire un article du Code de la Défense, parce qu'en fait, pour savoir comment la France doit réagir. D'abord, nous savons que l'article 5 de la Constitution française dispose que le président de la République veille sur l'intégrité du territoire et donc les intérêts fondamentaux de la France, très clairement. Donc, il est le chef des armées et c'est lui qui doit réagir. Là, quand on apprend cette affaire, nous sommes en 2013, donc nous sommes sous le mandat de François Hollande. Nous ne sommes plus sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Et à cette époque-là, on est déjà en train de négocier TAFTA. Nous sommes toujours dans le commandement intégré de l'OTAN. Nous continuons d'avoir des relations plus que cordiales avec les États-Unis d'Amérique, alors que l'espionnage est considéré comme une agression. C'est une agression d'une puissance étrangère. Elle n'est pas aussi matérialisée qu'un bombardement, mais c'est quand même dans le même catalogue. Tout à fait, parce qu'en fait, je vais vous lire en fait un extrait de l'article. Vous pouvez chercher, vous allez sur Légifrance, vous faites ensuite les petits liens parce que des articles renvoient à d'autres articles, c'est un petit peu pénible de le faire, mais comme je voudrais vous éviter justement ce genre de littérature un petit peu pénible, je vais juste vous donner des extraits d'articles qui vous font comprendre. L'article 1111.2 du Code de la Défense dispose ceci. Le pouvoir exécutif, donc le président de la République, les ministres, etc., dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article précédent, dont on va parler après. En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à un autre article, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant. Et l'alinéa suivant, c'est quoi ? En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population. Donc là, on ne parle pas de bombardement ou de choses comme ça. On parle d'infrastructures qui peuvent avoir été touchées comme des infrastructures numériques. Des décrets pris en Conseil des ministres peuvent ouvrir au gouvernement tout ou partie des droits définis par tel autre article. Et l'article
L1111 du Code de la Défense qui était cité dans le premier alinéa. Voilà ce qu'il dit. La stratégie de sécurité nationale a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la nation, notamment ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter. L'ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale. Alors attention à cette petite phrase, l'ensemble des politiques publiques. Il est évident que c'est un flou artistique de dire l'ensemble des politiques publiques, puisqu'il s'agit de décisions politiques pour le coup. Mais nous avons une constitution et un ensemble de lois qui clairement essaie de faire comprendre qu'un politicien qui a des responsabilités a le devoir de veiller sur nos intérêts et de réduire toute vulnérabilité qui puisse atteindre nos matériels, notre vie nationale, les biens et les personnes. C'est son devoir, c'est un devoir essentiel. Ça inclut le savoir-faire technologique et industriel, par exemple. Tout à fait. Et par exemple, dans le même article de loi, L1101 du Code de la Défense, quand on lit le dernier alinéa, on lit « La politique de défense a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire et la protection de la population contre les agressions armées », c'est normal. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? À la base, les télécommunications, et particulièrement les télécommunications de nos diplomates, mais aussi les nôtres, tout bêtement, elles relèvent à la base d'un ensemble de lois qui nous protègent. Si une puissance étrangère se permet de nous espionner, comment peut-on dire que cette puissance étrangère est une alliée ? On ne peut pas être allié avec une puissance étrangère qui manifestement nous est hostile. Donc, on va dire que c'est une vision politique personnelle que de l'énoncer de la façon suivante, mais je pense qu'il aurait été légitime d'abord d'arrêter immédiatement les négociations pour le traité de libre-échange avec les États-Unis. C'était la première mesure que nous pouvions prendre. Nous pouvions tout à fait aussi sortir de l'OTAN, puisqu'on n'a aucun intérêt de faire une alliance militaire avec une puissance étrangère qui nous est hostile. Nous aurions pu aussi rabrouer l'ambassadeur. Il ne s'est strictement rien passé. L'affaire est passée sous le tapis. Donc déjà à la base, nous entrons dans le crime de haute trahison, même si on n'a pas tellement de possibilité de le justifier encore à ce stade. C'est après qu'on va réellement pouvoir sentir à quel point nous sommes dans une collusion. C'est-à-dire que là, on peut reprocher encore au président de la République d'avoir mal agi, de jouer d'un flou artistique dans ce que dit le code pénal. Mais il y a un moment, quand une collaboration est active et non plus passive, comme nous allons le voir, là, il n'y a plus de raison de douter. Il y a une autre affaire qui s'est passée peu de temps après, 6 mois après, on apprend par la presse que le 2 juillet 2013, Evo Morales est en déplacement en Russie. Et il rentre de son pays, de la Russie après son voyage diplomatique. Et les différents pays européens, dont la France, vont fermer leur espace aérien à l'avion d'Evo Morales, alors que la Convention de Vienne l'interdit. Les voyages des diplomates et des chefs d'État sont protégés par la Convention de Vienne. Et on apprendra par le grand soir un petit peu plus tard que la Bolivie avait présenté son plan de vol 6 jours avant le déplacement du président Evo Morales. Donc l'avion d'Evo Morales est cloué au sol en Autriche, qui n'est pas dans l'OTAN. Et il y a une cacophonie, on ne sait pas ce qui se passe, et on apprend un petit peu plus tard que l'ambassadeur de l'Espagne va rencontrer Evo Morales dans l'avion et dit voilà, on voudrait, pour vous libérer l'espace aérien des différents pays, que vous nous prouviez qu'Edward Snowden n'est pas dans votre avion. Evo Morales évidemment s'indigne et dit vous pouvez toujours courir, très clairement. Et la crise diplomatique commençant à faire des vagues, on est encore la nuit, le matin va arriver, hop, finalement on se dit c'est pas la peine, on n'y arrive pas, on le laisse repartir. Mais simplement ce qui s'est passé là, c'est qu'on a
quand on ferme l'espace aérien d'un pays, il faut bien utiliser des moyens humains et matériels pour fermer un espace aérien. Il faut des radars, il faut dire à des pilotes de se tenir prêts à décoller avec leurs avions de chasse pour empêcher un avion de passer. Nous utilisons donc des moyens militaires au profit d'une puissance étrangère, puisque la seule puissance étrangère qui avait un intérêt à ce que Edward Snowden soit capturé, soit remis aux autorités, s'il avait été dans cet avion, ça n'est pas la France. Nous, on avait un intérêt à écouter Edward Snowden pour justement réduire des vulnérabilités dont on avait apprises quelques mois plus tôt sur notamment tout ce qui relève des écoutes téléphoniques. Donc nous, notre intérêt, c'était de l'écouter. Notre intérêt était ça n'était pas notre intérêt de le capturer. La seule puissance au monde qui avait un intérêt à obtenir la capture d'Edward Snowden, ce sont les États-Unis d'Amérique. C'est pas la Corée du Nord, c'est pas la Chine, c'est pas la France, c'est pas le Burundi. Il n'y a que les États-Unis d'Amérique. Alors, cela dit, on peut quand même préciser que ton raisonnement pourrait tenir si on ne nommait pas les États-Unis. Que ce soit les États-Unis ou le Burundi, sur le fond, ça ne change pas grand-chose. Il se trouve que ce sont les États-Unis, mais il ne faut pas s'imaginer que là, on est en train de mener une campagne anti-américaine, machin. D'abord, on fait la différence entre le peuple américain et ses dirigeants. Déjà, ça serait la moindre des choses quand même. C'est pas les Américains, c'est l'oligarchie américaine. On a la nôtre, ils ont la leur. Donc là, c'est l'oligarchie américaine. Mais on aurait pu faire toute cette émission sans prononcer le mot inventer un pays imaginaire pour éviter de... C'est pas spécialement des États-Unis dont il est question là. On s'en fout. Il se trouve que dans la conversation, on est obligé de le dire. Mais ça aurait pu être le Burundi. Dans l'actualité, ce sont les États-Unis qui nous malmènent et qui sont liés à cette affaire, mais ça aurait pu être n'importe quel pays, effectivement, qui, dans une telle histoire, nous espionnait et puis avait un dissident qui s'échappait avec des informations utiles à notre pays, ce serait la même chose. Donc là, il se trouve que ce sont les États-Unis. Oui, mais là, en fait, le sujet c'est une illustration de parler des États-Unis. Le sujet, c'est de Hollande dont on parle. C'est de notre oligarchie. Alors maintenant, je voudrais quand même faire voir ce que ça coûte de collaborer avec une puissance étrangère qui nous est hostile pour faire en sorte de lui livrer une personne qui nous est utile. Article 411.2 du Code pénal. Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, soit des troupes appartenant aux forces armées françaises, là on peut penser aux pilotes qui auraient dû décoller pour empêcher l'avion d'Evo Morales de traverser notre espace aérien, soit tout ou partie du territoire national est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750 000 € d'amende. Donc quand je vous dis que le crime de haute trahison, ça n'est pas anodin, on parle de perpétuité là. L'article 411.3, lui, dit « Le fait de livrer une puissance étrangère à une entreprise ou organisation étrangère sous contrôle étranger ou à leurs agents, des matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale est puni de 30 ans de détention criminelle et de 450 000 € d'amende. Nous avons utilisé des matériels et des moyens humains, militaires, pour empêcher un avion de traverser notre espace aérien alors que nos intérêts fondamentaux étaient justement de pouvoir, à la limite, justement laisser passer Edward Snowden s'il avait été dans cet avion, parce que peut-être que par le biais des ambassades boliviennes, nous aurions pu recueillir à minima quelques informations. On ne sait pas ce que la Russie a pu nous communiquer comme information, puisque c'est elle qui les détient désormais. Donc, à la base, le président Hollande, là qui est bien sous son mandat, a agi de concert avec les États-Unis pour empêcher un avion de passer, parce que un dissident qui avait les moyens de nous aider à réduire des vulnérabilités en France était susceptible d'être dans cet avion. Je ne sais pas si c'est très compréhensible parce que c'est difficile à expliquer ce genre de choses, mais il faut bien comprendre que là, c'est une collaboration active avec l'ennemi. Je n'arrive pas à considérer qu'un pays qui nous a espionnés, là actuellement quand je suis au téléphone, je me demande s'il n'y a que l'État français qui m'écoute, parce que je sais très bien que je suis sur écoute, ou si les écoutes qui sont actuellement captées par le renseignement intérieur sont livrées de façon massive à une puissance étrangère qui n'a pas besoin d'avoir ce genre d'informations. Ça ne concerne que l'État français de savoir si pour l'instant je suis quelqu'un de dangereux ou non. Donc il faut bien comprendre que livrer de telles données et en plus collaborer avec la puissance étrangère qui capte ces données
C'est du crime de haute trahison. Écoutez, je peux faire l'énoncé de la loi, faire la conférence dans son déroulé intégralement, mais là on est dans le crime de haute trahison. Il y a une troisième affaire maintenant, et je vais terminer avec elle parce que je ne veux pas être trop lourd. Il faut vraiment du temps pour dérouler ça correctement. Il y a l'affaire des navires Mistral. Rappelez-vous les intérêts fondamentaux de la nation, la situation militaire ou diplomatique de la France ou ses intérêts économiques essentiels. L'affaire des navires Mistral touche à ces trois intérêts-là. Nous parlons de navires militaires, nous parlons d'une situation diplomatique avec un pays qui s'appelle la Russie, et nous parlons d'intérêts économiques essentiels, nous parlons de milliards d'euros qui sont en jeu. Hein, les bateaux ont été construits, ça nous a coûté très cher, la Russie avait fait des avances, ça nous coûte très cher, c'est avec nos impôts que nous allons payer la facture de cette non-livraison des navires Mistral. Qui en plus devront être probablement démontés, puisqu'ils ont été faits selon des spécifications russes, c'est-à-dire que de toute façon dans la pratique on ne peut pas se dire bon allez on va les vendre à quelqu'un d'autre. Tout à fait. Parce que c'est pas possible, c'est des matériels qui ont été spécifiquement adaptés au système de télécommunication, puis c'est tout écrit en russe sur les panneaux, quoi. Enfin, on peut pas dire bon bah on va essayer de voir si je sais pas moi les Finlandais en veulent. Et on peut même pas le revendre. Les Russes ont refusé mais ce qui est normal. Il y a du matériel russe sensible de télécom dedans. Ouais. On peut rien en faire. Donc il faut bien voir aussi que pourquoi on va parler encore à nouveau de crimes de haute trahison. Le 5 juin 2014, un article du Monde est titré ainsi « Obama préférait que Paris suspende la vente des Mistral à la Russie ». Donc là, nous entrons dans l'histoire ukrainienne. Nous apprendrons très peu de temps après qu'en vérité ce sont des manigances des États-Unis d'Amérique. Pour ceux qui suivent un petit peu l'excellent site lescrises.fr d'Olivier Berruyer, Olivier Berruyer a fait la retranscription d'une conversation entre Victoria Nuland et puis l'ambassadeur américain en Ukraine au moment où il y avait l'affaire Minden. Et à ce moment-là, ils étaient en train très clairement d'expliquer, on a l'enregistrement, on a tout, hein, qui ils voulaient voir à la tête de l'État ukrainien. Donc là, on n'est pas du tout dans une révolution bisounours colorée où c'est le peuple qui en a assez. Non, là, on est dans un complot. Clairement dans un complot, dans une ingérence étrangère où les États-Unis choisissent très clairement qui veulent avoir à la tête de cet État en fonction de leurs intérêts propres contre la Russie. Je voulais préciser, parce que le mot complot est vachement miné. Hein. Non, mais je parle d'un point de vue radio. Aujourd'hui, en fait, à chaque fois qu'on évoque un complot, dans l'esprit des gens, on les a dressés pour ça. Hein. C'est, a priori, à partir du moment où le mot complot est sorti, alors donc tu es complotiste, faute d'être pianiste, et tu es complètement décrédibilisé. Alors, rappelons deux choses. Un complot, c'est quand des gens se réunissent en secret, ça effectivement, ils ne l'ont pas fait sur la place publique, ils n'ont pas publié, ils n'ont pas fait un communiqué, donc c'est en secret, c'est important, et qu'ils prennent une décision contraire à l'intérêt général, en l'occurrence le nôtre, pour commencer par penser à soi-même, sans parler des intérêts peut-être des Ukrainiens, on ne sait jamais. Hein, exactement, et puis nous, dans notre code pénal, le complot existe. Il faut à un moment relativiser, lire des parties du code pénal qui en parlent. Le complot, c'est très bien d'en parler de façon très philosophique, de savoir si de quoi ça parle exactement, mais enfin le code pénal, lui, il est précis. Lui, il a une définition. Et il faut ajouter aussi que nous sommes bien d'accord qu'il est aussi stupide de voir des complots partout que de n'en voir jamais. Exactement. Ça, c'était Lordon qui avait fait un excellent article là-dessus. C'était pas Chouard ? Non, c'est Lordon. Il avait fait Entre la paille et la poutre, je crois qu'il s'intitule cet article. Il est excellent. Je conseille à tout le monde de le lire. Et donc, cette affaire-là des navires Mistral, comme Obama n'a cessé, je cite la presse mainstream, hein, je ne suis pas en train de citer encore une fois une presse alternative que l'on souhaite à chaque fois discréditer parce qu'elle n'a pas le pouvoir de visibilité, le pouvoir financier qu'ont la grande presse mainstream, mais là on parle de la presse mainstream, ils savent de quoi ils parlent. Donc quand la presse mainstream nous dit qu'Obama, plusieurs mois avant l'annulation de la livraison des navires Mistral, nous dit
que ce dernier voudrait qu'on cesse, qu'on arrête la vente des Mistral. Il y a donc une puissance étrangère, représentée par M. Obama, qui nous dit, voilà, ce que vous faites dans votre pays et qui sert vos intérêts diplomatiques, militaires et économiques essentiels, en fait, on n'est pas d'accord. On est en train de vous dire, vous n'êtes pas souverain, vous n'êtes aucunement indépendant, on est en train de vous influencer. Monsieur le Président aurait pu tout à fait dire, écoutez, ce qui nous regarde, vous êtes souverain jusqu'à vos frontières, nous sommes souverains dans les nôtres, vous n'avez pas à nous dire quoi que ce soit là-dessus, nous avons contracté un contrat de vente de navires militaires avec la Russie, c'est une puissance amie, nous avons fait 2 guerres ensemble, elle a versé son sang largement durant la Deuxième Guerre mondiale pour nous sortir de ce pétrin. Nous n'avons aucune leçon à recevoir. Et le 16 mai 2015, France Info nous signale que la vente des navires Mistral est annulée. Donc, là, de quoi ça relève ? Ça relève de l'article 405 du Code pénal, et je vais vous le dire, parce que c'est, moi j'aime bien quand même renvoyer à la loi définitivement. Et évidemment, je ne trouve pas l'article, mais en gros, il parle des intelligences avec une puissance étrangère. Alors, le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère, ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Donc voilà, nous avons 3 crimes de haute trahison de M. Hollande, dont 2 dont nous sommes sûrs qu'ils sont justifiables, qu'il y a des preuves que des médias mainstream détiennent visiblement, que M. Edward Snowden détient, que la Russie détient. Nous avons des tas de preuves pour pouvoir lancer un procès, un véritable réquisitoire contre M. Hollande, et ce monsieur est encore à la tête de l'État. Comment peut-on parler de légitimité d'un président qui viole nos intérêts fondamentaux? Parce qu'il faut bien comprendre que les intérêts fondamentaux de la nation ne sont pas reliés à une élection. Les intérêts fondamentaux de la nation sont permanents. Ils sont en dehors de tout cadre électoral. Un élu peut être révoqué. La Constitution nous permet de destituer M. Hollande. Nos parlementaires n'ont rien fait du reste. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les intérêts fondamentaux de la nation étant permanents, ne relevant aucunement d'une élection, une personne élue à qui on dirait continue de faire ce que tu as envie de faire malgré le fait que tu trahis le pays, il y a un problème grave. Ça n'est pas normal que les Français déjà de façon générale ne réagissent pas, ne s'indignent pas, mais il est encore plus anormal que les autorités constituées, les magistrats, tous les corps liés au droit et à la défense de l'état de droit en France ne réagissent pas. Voilà pourquoi en dehors de tout point de vue politique, idéologique que l'on pourrait avoir dans notre résistance. On pourrait dire que il se trouve que c'est tombé sur Hollande, mais parce que parce que c'est lui en ce moment. Mais on pourrait imaginer que si Sarkozy avait été réélu, on aurait eu le même scénario. Donc c'est au-delà de l'individu qui bien entendu est nommé parce que c'est lui. Il faut comprendre que c'est, on va dire, le président de la République. Et puis à la limite, on verra après comment il s'appelle. Moi je l'appelle le citoyen François Hollande. Si encore il mérite ne serait-ce qu'une citoyenneté. Ce type-là, c'est pas seulement l'indignité nationale qu'il mérite, c'est carrément la prison. Et la prison pour 30 ans. Donc, il faut bien comprendre, encore une fois, que si l'on veut se sortir des débats sur les idéologies politiques particulières qui peuvent être revendiquées par les uns et les autres. Certes, actuellement, l'establishment nous impose son idéologie politique, mais on ne peut pas accuser les tenants de cet establishment de nous trahir parce que quelque part, effectivement, on vote pour ça. Qu'on le veuille ou non, on est prévenu, on sait très bien pour qui on vote. Ils voudront toujours détruire notre situation sociale et financière en France. On n'y peut rien. Mais par contre, quand la loi est violée et que l'on parle de loi sur le crime de haute trahison, il y a un moment, il faut se réveiller, il faut se secouer, il faut arrêter de se dire ce sont des questions politiques. Souvent les policiers nous disent on ne fait pas politique. Moi non. Et moi je leur réponds aussi je ne fais pas de politique. Je leur dis moi je suis un citoyen vigilant, je parcours la presse dans tous les sens possibles, je m'intéresse au droit et quand je vois des coupures de presse qui clairement
font bien voir qu'un président de la République et différents ministres se rendent coupables de haute trahison, nous ne sommes plus dans le registre des idées politiques. Nous sommes dans le registre d'une illégitimité de fait qui revient à François Hollande, et c'est la raison pour laquelle le peuple doit le destituer. On n'a rien à attendre de nos députés et de nos parlementaires. Ils ne l'ont pas destitué en se faisant saisine de l'article 68 de la Constitution qui le permet. Ils ne se sont pas réunis en haute cour de la République. Et ils ne se réuniront pas parce qu'ils ont tout à perdre aussi. Nous savons très bien qu'ils sont tout aussi corrompus pour l'essentiel que la plupart des ministres et le président. Donc il revient au peuple de faire saisine de son légitime droit de résistance à l'oppression. Il est garanti par la Constitution. Et de s'activer. C'est pour ça que j'appelle tous les Français à nous rejoindre sur Paris et à déferler dans les rues, à occuper les places, à ne rien laisser passer. On peut faire les choses proprement et éviter les coups de matraque. Moi, je me bats pour que les choses se fassent pacifiquement, mais à un moment, il faut aussi réagir. Comment peut-on se laisser abattre et se laisser dominer par des puissances étrangères? C'est quelque chose qui est complètement fou. C'est une folie collective et peut-être que je suis marginal pour moi, je fais preuve de bon sens. Alors, on peut dire, c'est une formulation que moi j'ai déjà pratiquée ou que j'ai entendu pratiquer, parce que j'invente pas grand-chose. Tout ceci a lieu parce que nous laissons faire. Et alors il y a des gens qui disent, bah oui, mais tu comprends, qu'est-ce qu'on y peut? Ah mais non, mais ça nous dépasse. Oui, d'accord, c'est des méchants, mais on n'y peut rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais le jour où on vous propose, après on peut discuter les détails, mais le jour où on vous propose d'aller manifester, le mot global, hein, je prends le mot générique, d'aller manifester pour exiger, vous dites, vous n'y allez pas. Alors évidemment, comme vous n'y allez pas, alors on peut rien y faire. Mais c'est pas, on peut rien y faire, alors on n'y va pas. Ça, c'est l'excuse qui est donnée par ceux qui, ils ont la flemme, ils trouvent que c'est pas important. Mais non, ça a lieu parce que vous n'êtes pas venu. Et les choses ne changent pas parce que vous n'êtes pas venu. Pas parce que les choses sont vouées à durer. Tout est voué à changer, les fleurs, les corps, les cheveux qui tombent, qui poussent. Les États, les organisations sociales et politiques changent parce que les générations changent, ne voient pas les choses de la même manière. Donc c'est tout à fait naturel et normal. C'est pas un truc horriblement méchant. On n'est pas en train d'envisager de lâcher une bombe atomique quelque part. Il s'agit simplement de dire, on pourrait changer le truc. Ah oui, mais c'est pas... Si, c'est possible si vous descendez dans la rue. Or, moi je fais ma petite parenthèse, c'est incroyable comment Bon, c'est vrai, c'est triste, mais 4 millions de personnes dans la rue pour 17 victimes que nous regrettons tous, c'est pas la question. Rien. Mais à la fin de la manif, on a tous... on est content d'avoir été gentils. J'ai été gentil, on a tous été gentils. 4 millions de gentils, qu'est-ce qu'on est... Les Français sont gentils. Mais bon, ok, à la limite, allez-y. Vous voulez aller manifester parce que 17 journalistes et policiers et autres se sont fait buter. Pourquoi pas? Il ne s'agit pas de vous interdire de le faire. Mais pas plutôt, mais en plus des manifestations qui obéissent à vos impulsions de pathos, de sentiment, pas de pensée. Vous voyez, on oppose le pathos à la réflexion. Là, on vous prend par les sentiments, tout comme quand on vous met un bébé ou une femme à poil dans une pub. Et en l'occurrence, par contre, quand quelqu'un vous propose, et vous pourriez discuter, mais même pas vous discuter. Vous y allez pas, vous écoutez pas. Et après, vous dites, ah ouais, mais de toute façon, les choses ne peuvent pas changer, tu comprends, on ne peut pas changer. Non, c'est vous qui décidez que ça ne changera pas. C'est-à-dire que, finalement, d'un point de vue sociologique, social, vous êtes aussi responsable que Hollande parce que vous le laissez faire. Tout à fait. Notre passivité est absolument... quelque part, elle a un côté criminel. Il faut bien voir. Alors, je voudrais en profiter. D'ailleurs, le président pourrait l'employer pour sa défense. Tout à fait. Pour dire, mais attendez, qu'est-ce que vous venez me chercher des poux? Qu'est-ce qui vous arrive? D'habitude, vous êtes d'accord? Je pense que ce jour-là, il se sentira un petit peu mal à l'aise. Hein. Donc, je voudrais en profiter du coup pour réagir à beaucoup de critiques qu'on a eues. Sur le mouvement du 14 juillet et puis des critiques personnelles que j'ai parce que j'ai une façon de considérer les choses et il faut bien savoir que cette façon en fait elle est partagée par tous ceux qui sont là à la place des Invalides et qui sont là chaque soir. Il y a des gens qui dorment sur la place des Invalides qui sont chaque jour un petit peu plus nombreux. Ah bon, on n'en a pas parlé à la télé? Ah bah oui, la télé n'en parlera pas, mais il faut bien comprendre
que ces gens qui viennent sont des gens absolument pacifiques. Ce sont des gens qui sont issus des réseaux sociaux, qui peuvent de toute idéologie, de droite comme de gauche, ou même pas, ne revendiquant rien de particulier en termes d'idéologie politique, mais qui en ont assez et qui ne veulent pas pour autant se retrouver pour l'essentiel d'entre eux sous les gaz et les coups de matraque. Donc, dans la façon dont on prépare un petit peu les choses, on fait en sorte de déclarer nos manifestations. Quand on ne les déclare pas, on s'arrange pour faire les choses de telle façon à éviter tout problème avec la maréchaussée. Donc pour le faire, déjà on suit les consignes, parce que ça ne nous empêche absolument pas, si nous sommes dispersés par la maréchaussée sur un ordre, d'aller ailleurs. Il faut bien comprendre que ça ne nous empêche absolument pas d'aller ailleurs. Alors certains trouvent ça bisounours parce qu'ils considèrent qu'il faudrait se confronter aux forces de l'ordre, mais attendez, on joue une partie d'échecs contre des politiciens corrompus, des traîtres, pas contre la maréchaussée. Et au contraire, on a besoin, c'est un besoin fondamental quand nous sommes dans une crise, une crise politique majeure, d'avoir la maréchaussée avec nous. Pourquoi ? Parce qu'il est évident que tant que la maréchaussée et l'armée obéissent aux ordres d'un traître, nous ne pouvons pas obtenir une révolution. Le propre d'une révolution, une révolution se termine de toute façon quand l'armée ne reconnaît plus une autorité qui était préexistante pour accorder son obéissance à une nouvelle autorité qui peut émaner du peuple du fait qu'on a une révolution. Voilà pourquoi il faut qu'on soit dans les clous. Là, actuellement, par exemple, dès demain soir, on va commencer à apprendre chaque soir l'intégralité de la Marseillaise. Parce qu'on ne connaît que le premier couplet, mais personne ne connaît les autres, qui sont très intéressants. Et on chante souvent la Marseillaise, non pas parce que nous sommes dans un patriotisme chauvin, c'est pas ça, on s'en fout un peu. Vous ne verrez pas chez nous une Marseillaise, on ne chante pas la Marseillaise sous la douche avec un drapeau tricolore dans la salle de bain. On n'en a rien à foutre à la base, mais simplement parce qu'on sait très bien que ce sont des symboles de notre unité nationale et que ce sont des symboles qui sont clairement repris par l'armée, qui sont compris par l'armée. Et quand on chante devant des gendarmes la Marseillaise, qu'on la pète correctement, je vous assure qu'ils sourient. On les sent qu'ils sont prêts à chanter avec nous. Et ça, c'est très important parce que dès lors qu'on obéit à leurs consignes, que l'on évite de se confronter avec eux, qu'on est dans une attitude pacifique et qu'en plus on partage avec eux des choses qui sont en commun, qu'ils ressentent, ils ont l'habitude de chanter la Marseillaise sous une place d'armes, saluer le drapeau, comprenez bien que nous sommes en train de sensibiliser notre gendarmerie, notre armée, notre police à ce que nous défendons. N'oublions pas que nous les payons éventuellement pour qu'ils se fassent tuer. Enfin, je veux dire, c'est dans leur contrat. C'est-à-dire que nous, on n'a pas envie d'aller se faire tuer parce qu'on n'a pas envie. Et on paye des mecs pour éventuellement aller se faire tuer à notre place. Et puis même parfois, ça arrive d'ailleurs. Il y a des soldats qui meurent, il y a des policiers qui meurent, il y a des gendarmes qui meurent. Ça par exemple, moi j'ai eu le contact avec vous savez, on a toujours à un moment ou à un autre un gendarme dans la famille, et il nous dit, mais statistiquement, un gendarme se fait... Alors, je ne veux pas sortir un chiffre dont j'ai oublié le truc, mais quand il me l'a dit, c'était terrifiant. Je veux dire, tous les jours, il y a des gendarmes qui se font tirer dessus. Alors, ils ne sont pas butés, mais ils entendent le machin siffler. Pour eux, c'est réel. Donc nous, on est confortablement installés dans le studio, tout ça, on fait de la politique, tout ça, bon. Mais là, on parle de gens, chez eux, c'est prenant, parce que le pruneau, quand il rentre dans le corps, c'est spécial quand même. Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que le Code de la défense, dont je ne sais plus quel article, parce que ça c'était l'objet d'une autre conférence, je ne vais pas ramener toute ma paperasse, dit dans un des articles, l'armée mérite la considération de la nation. Les gendarmes sont des militaires, hein, ils ne font pas partie de la police, mais de la même façon, la police mérite aussi la considération de la nation. Cela en éludant effectivement toutes les bavures et la bêtise qui peut exister dans chacune des corporations au monde. Enfin voilà, là on n'est pas en train de parler des faits divers où quelqu'un a abusé de son autorité et puis a fait une disproportion de la force. D'ailleurs, encore une fois, quand on a fait les manifestations du 14 juillet, je peux vous assurer que ça s'est globalement bien passé. Comme d'habitude, il y a eu quelques échauffourées à la fin. Donc malheureusement, il y a des gens qui ont été gazés et puis quelques coups de matraque sont tombés. Mais ça, personnellement, j'en suis pas responsable. Je n'avais pas voulu qu'on fasse ces choses de cette façon-là à la fin. Mais toujours est-il que globalement, on a eu 4 km de cortège qui n'étaient pas autorisés où ça s'est bien passé. Les militaires ont accompagné et sont pas rentrés dedans comme des bœufs. Donc déjà, quelque part...
ils ont bien travaillé. Un jour de 14 juillet, ils ont fait attention à ne pas laisser leur stress, puisque c'est un stress pour eux, les supplanter et puis partir en sucette, je dirais. Donc il faut bien comprendre que nous avons des gens qui sont là pour assurer notre sûreté. Ils défendent le peuple. Le code de la défense ne parle pas d'être sous l'autorité de politiciens ou de responsables gouvernementaux. L'armée est sous l'autorité du peuple. Donc ce que j'essaie d'expliquer, c'est que certains me pensent bisounours. Je ne suis absolument pas bisounours, je suis stratège. Je sais parfaitement, j'ai étudié ça pendant des années, que nous n'avons pas d'autre choix que d'avoir l'armée et la police avec nous, et qu'il vaut mieux la jouer pacifique, et en plus de toute façon, nous ne pourrons pas faire converger une immense quantité de gens si on leur dit on va vous envoyer au casse-pipe. Il y a des tas de gens qui veulent bien venir, mais ils ont peur d'avoir des coups de matraque à la figure. Donc, je voudrais que les gens qui me fassent des procès d'intention comprennent bien que mon souci premier, c'est d'éviter qu'une jeune fille passe sous mes yeux la gueule en sang. Je peux pas. Je peux pas avoir ça sur la conscience. Si quelqu'un se fait matraquer la gueule ou se fait gazer à cause de moi, parce que jusque-là c'est moi qui déclare les manifestations en mon nom, je suis à chaque fois responsable devant la loi des manifestations que je déclare, il est une évidence que je ne peux pas prendre cette responsabilité d'envoyer des gens au casse-pipe. Je ne peux pas. C'est ma conscience personnelle. Mais au-delà de ça, je sais très bien que si justement en plus on la joue cool avec les autorités, eh bien, on obtient des conseils de leur part, des confidences. Ça, c'est pas des choses qu'on va avoir devant les caméras, mais c'est toujours très intéressant. Elles nous conseillent. Je vous assure qu'elles nous donnent des conseils. Et elles sont, les policiers et les gendarmes, je peux vous assurer que quand ils nous livrent des confidences sur ce qu'ils ressentent du système politique actuel, c'est nous les bisounours à côté d'eux. Ils sont pires que nous. Donc il faut bien comprendre qu'il vaut mieux la jouer cool, répondre à leurs ordres et aller ailleurs pour faire un autre sitting, un autre petit cortège, aller faire des choses, que se les mettre contre nous, parce qu'eux ne sont pas responsables du système politique actuel. Notre partie d'échecs se joue contre l'oligarchie actuelle et nous pouvons la jouer beaucoup plus finement qu'en y allant comme des bœufs, se faire matraquer et finalement décourager tous ceux qui étaient venus. Alors on peut aussi, pour faire un bouclage, il faut se rappeler que nous n'avons pas d'autre recours. À partir du moment où des gens se sont votés eux-mêmes, se sont écrits eux-mêmes une constitution pour nous manœuvrer, et qu'ils nous ont pris le pouvoir de la réécrire. Ils nous ont pris le pouvoir de dire, bon, attendez, ok, vous bossez pour nous, les patrons c'est nous, et c'est le patron qui fait le règlement intérieur. Et c'est pour ça d'ailleurs que les revendications qui commencent à se simplifier, parce que c'est un mouvement comme le nôtre est né de façon un peu chaotique, mais petit à petit on se structure. Là, il a été voté hier en assemblée citoyenne, aux Invalides, donc, que nos revendications premières sont destitution du président de la République. On ne demande pas sa démission, on veut le destituer par la force du peuple. Nous voulons établir un Conseil national de transition dont les formes restent encore à définir parce qu'il y a encore des débats là-dessus. Nous allons prendre le temps de les faire. Nous avons invité Étienne Chouard à nous aider un petit peu à réfléchir à la question. Nous inviterons peut-être des magistrats. Donc voilà, il y aura peut-être dans quelques temps un événement annoncé avec une grande conférence et un débat public qui suivra. Et la troisième revendication, c'est justement la constituante, mais par le peuple. Pas par des députés, pas par une assemblée constituante, par nous-mêmes. Alors, je voudrais préciser, il se trouve que je reçois, enfin, je ne dois pas être le seul, je reçois des messages, des mails, des machins, d'organisations. Je vais nommer, parce que c'est pas une dénonciation, hein, je crois que ce garçon est tout à fait honnête. Non, mais André Bellon, c'est pas un clown, il a un passé dans l'administration qui est, enfin, il connaît un peu le sujet de l'intérieur, il a envie de changer les choses, et puis il y a un moment où ça bifurque, c'est que lui, il veut élire une constituante. Il n'a pas attrapé la facette présentée par Chouard, qui est que si on élit, on va forcément choisir, qu'on le veuille ou non, que M. Bellon le veuille ou pas. Je pense qu'il ne le veut pas. Mais s'il lance un processus électoral, on va repartir dans ces mécanismes de séduction foireux, votez pour moi, je suis le meilleur, je suis le plus beau, avec des abus de langage, des tromperies ou autres, et on va se retrouver avec les mêmes
qui en gros vont nous pondre le même texte. Alors ils vont changer 2 articles, ils vont rajouter une virgule, ils vont mettre un petit truc, mais fondamentalement c'est pas ça qu'on veut. On veut plus du gouvernement représentatif. À Monsieur Bellon, mais aussi à Étienne Chouard, parce qu'avec lui je suis pas tout à fait d'accord sur la procédure de la constituante, une autre solution. Nous avons 36 000 communes, un peu plus de 36 000 communes en France, et sur ces 36 000 communes, l'écrasante majorité ont moins de 2 000 habitants. L'écrasante majorité. On parle de moins de 1000 communes qui ont plus de 5 000 habitants, si je ne m'abuse. Donc, ce qu'on est capable de faire, c'est que sur des communes, bon, effectivement, les quelques mille communes qui ont beaucoup d'habitants, par facilité, on peut faire un tirage au sort de représentants au sein de la commune qui pourront participer aux travaux en relation étroite avec les administrés de la commune. Mais par contre, sur l'essentiel des communes, ce qu'on peut faire, c'est bien plus intéressant, ça me semble bien plus intéressant, c'est ouvrir des salles municipales tous les soirs et on appelle des citoyens qu'on aura, donc des administrés de la commune, qu'on aura répartis par quartier, des comités de quartier. Il y a des DEM, il y a plein de mots qu'on peut donner. Mais ces comités de quartier vont venir, ils vont commencer à parler de travaux constituants et rédiger des articles. Et on se les échange entre Internet et puis un préfet qui sera là pour nous aider à justement organiser ces travaux, puisque en fait, il faut bien comprendre que si on prend le pouvoir, nous avons un ministre de l'Intérieur qui organise les travaux constituants, donc il fait passer des circulaires au préfet, qui lui-même dit aux mairies, voilà, il faudrait organiser ces travaux. Mais on peut faire en sorte sur 3 ans, 4 ans peut-être, je préfère que ce soit long, mais au moins qu'on y aille franchement, qu'on laisse le peuple lui-même travailler sur sa constitution, s'échanger des articles de loi constitutionnelle, les amender, faire en sorte que petit à petit ils se recoupent et avoir plusieurs modèles de constitution qu'on va pouvoir soumettre à la fin à référendum pour savoir laquelle nous plaît le plus. Ça, c'est ce qu'on pourrait faire. Alors certains vont dire non, le peuple est trop con, c'est trop lourd à organiser, etc. Mais à un moment, on parle de démocratie ou pas? Moi, je suis un démocrate pur et dur. Et il me semble qu'on peut laisser au peuple l'initiative des lois déjà depuis le niveau local, mais aussi la possibilité de rédiger lui-même, pas par une assemblée constituante, qu'elle soit tirée au sort ou élue, mais lui-même sa constitution. C'est pour nous la constitution, c'est pour nous protéger des politiciens. Alors on peut, je vais prêcher pour ma paroisse, pour ceux qui sont effrayés, qui n'ont pas forcément, ils sont pas fous. Ils ont des éléments concrets, ils vont dire déjà le mot constitution j'ai du mal, ensuite je l'ai pas vraiment lu, ensuite, et c'est pas si compliqué que ça à lire d'ailleurs, hein. Moi j'ai fait pour ma part sur le site une zone sur l'anti-constitution où je prends les 50 premiers, parce qu'après ça on part dans le technique, je vais pas dire dans les détails, mais c'est quand même vachement parlant de voir inscrit dans les 5 ou 6 premiers articles de la Constitution notre abandon de souveraineté sans contrôle, sans retour en arrière, sans rien, immunité totale pour ceux qui feront ce qu'ils veulent, et il est même écrit dans la Constitution qu'ils doivent, c'est même pas ils peuvent, c'est qu'ils doivent nous trahir, c'est écrit dedans, ils n'ont pas le droit, le mandat impératif est interdit. Tout ça pour dire qu'il y a un moment, c'est vrai, il faut s'entraîner. Alors, il y a des ateliers constituants, je suis navré, je me suis inscrit à celui de samedi, je n'ai pas pu y aller, il y en avait un à Paris, mais les ateliers constituants, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer. Il y en a quasiment toutes les semaines, parce que ça finit par... moi, je vois, ça défile souvent. À Paris, il y en a quasiment toutes les semaines, mais à Toulouse aussi. Dans les grandes villes, évidemment, c'est un peu plus simple. Mais moi, je suis allé 2 fois, j'habitais... j'ai 2 heures de route, mais quand même, pour un truc comme ça, j'ai fait 2 fois 2 heures de route pour aller à Montpellier. J'habite pas à Montpellier, j'habite à 2 heures de route de Montpellier. Et ça va, je fais suffisamment de bêtises inutiles et ludiques pour pouvoir à un moment dire attendez, faut y aller. Et puis il y a des tas de gens qui se disent je suis pas assez littéraire ou légiste pour pouvoir rédiger. Mais en fait, il faut pas arriver avec cet état d'esprit. Il faut d'abord arriver avec ses idées. Et il y aura toujours dans des petits groupes constituants, parce qu'en général les ateliers c'est par petits groupes qu'on travaille, 1 ou 2 personnes
personnes qui seront bons écrivains, qui auront une bonne façon d'appréhender la langue française et qui vous aideront. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas déformer vos idées, ils vont juste faire en sorte que dans vos discussions, par rapport à différentes idées qui sont exprimées, les meilleurs écrivains, les plus talentueux sur la langue française, vont simplement leur donner une certaine forme. Mais les idées seront là. L'essentiel, c'est ça, c'est d'arriver avec vos idées. Et puis c'est un stylo vivant, il n'est pas censé vous imposer ses idées, il vous aide à mettre en forme les vôtres. Et je finis ma boucle. Effectivement, c'est ça l'éducation populaire. Ce qu'on appelle le mot comme ça, il est toujours un peu... il peut faire peur. Mais l'éducation populaire, c'est quoi? C'est accumuler suffisamment de savoir pour reprendre confiance, y aller et être efficace. C'est juste ça. On n'a pas dit ce que vous allez rédiger. On vous donne simplement, comme cette conférence vous invite à participer au processus. Il ne vous dit pas ce que vous devez mettre. Il ne dit pas ce que vous devez choisir comme option. Il vous donne simplement les outils pour rédiger votre idée. Puis après, on discute, on s'engueule, on est d'accord. Bon. Il y a par exemple des tas de personnes qui sont tenantes du référendum d'initiative populaire, notamment à titre révocatoire, pour pouvoir révoquer nos politiciens. Ça n'est pas inscrit dans notre constitution actuelle. Eh bien, quand on pense que cette idée est bonne, et enfin manifestement elle l'est quand on voit l'état de corruption de notre oligarchie politique, il est très simple de pouvoir le rédiger. C'est tellement facile, ça n'est qu'une idée qu'on peut mettre sur papier, et puis article après article, titre après titre, on finit par avoir un texte complet qui établit les institutions de l'État et leur fonctionnement. Moi, je témoigne pour avoir participé donc à quelques ateliers. Mais vous imaginez pas à quel point c'est facile. C'est pas une prise de tête. C'est facile. On se met à 4-5 autour d'une table, on se donne un sujet, un article, tiens, le référendum, on va prendre ça comme exemple. Alors on l'organise comment? Comment est-ce qu'on gère les abus? Les quorums. C'est quoi? Voilà, on se pose des questions. Alors on le met à combien le quorum? On considère que pour que le machin soit inscrit, il faut qu'il y ait combien de pourcents de gens qui aient manifesté leur intérêt? On discute. C'est 20%, c'est 25%, c'est 30%, c'est 70%. On en parle. Mais quand vous êtes vraiment le nez dedans, que vous avez le papier et le crayon sous la main, franchement, vous allez hésiter, mais je rigole pas, vous allez hésiter 5 minutes. Tout à fait. Et puis il y en a un qui va lancer le truc, parce qu'il est plus grande gueule que les autres. Et puis le truc se met en route, et je vous assure que moi j'ai assisté à ça, il y avait vraiment un public, alors il y avait des jeunes, il y avait des vieux, c'était familial, vous voyez, et tout le monde est parti en étant persuadé qu'il était prêt. Comment est-ce que... débats passionnants. Vous vous rendez compte, en 4 heures, vous êtes prêt à écrire la Constitution. C'est ça c'est concret. Je parle d'une expérience, c'est pas une idée d'un télo parisien c'est concret. Je vous garantis, vous faites 2 ateliers constituants, après à la limite vous y allez plus, vous avez capté le truc, c'est bon, j'ai compris, j'y retourne pas. Tout à fait. Après, vous emmenez des gens, c'est pour ça que vous y retournez, vous emmenez des amis. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut essayer d'entendre un petit peu les initiatives qui sont sur Internet, sur les réseaux sociaux. Nous parlons tous de projets de constitution. Nous appelons désormais aussi à cette fois-ci entrer en insurrection. Alors quand je dis insurrection, il ne faut pas voir le côté fourche et les pics à l'image d'Épinal, il faut vraiment voir le côté insurrection pacifique. Parce que j'aime pas le mot révolution personnellement, parce que révolution signifie un cycle complet, on revient au point de départ, donc c'est pas... voilà, on pourrait parler d'évolution, mais là aussi c'est un mot qui peut se discuter. Donc je parle d'insurrection. Insurrection, c'est un peuple qui se lève, qui arrive avec sa masse populaire, et je tiens à témoigner d'ailleurs de quelque chose, parce que je vous dis, le fait de discuter avec les autorités permet d'obtenir des confidences. Très souvent, des gens, que je nommerai pas, je dirais pas à quel niveau ils sont au niveau du ministère de l'Intérieur, mais m'ont dit, les politiciens ne fonctionnent qu'à la masse populaire. Il n'y a que ça qui les arrête. Quand ils voient des manifestations gigantesques contre eux, c'est la seule chose qui les freine et qui leur fait peur. Tout le reste, nos petites initiatives, nos discussions sur Facebook, nos travaux constituants, tout ce que l'on fait, ils s'en foutent complètement. Ça ne les dérange pas, ça ne leur fait pas peur. Par contre, quand la masse populaire est là, pourquoi ils ont peur? D'abord parce qu'ils savent très bien, et d'ailleurs nos autorités constituées le savent aussi très bien, que nous pouvons complètement déborder les forces de police qui sont en présence. Ils le savent. Si le peuple a décidé d'y aller comme un fou, franchement,
ils savent qu'on peut y aller. Là, les 4 millions de personnes qui étaient là pour la manifestation Charlie, s'ils avaient voulu pénétrer l'Elysée, il y aurait eu des morts, hein. Ça, il n'y a pas photo. Mais ils auraient réussi parce qu'ils étaient la masse. Donc nos politiciens craignent ceci en premier lieu. Nos autorités constituées nous disent il n'y a que ça qui marche. Donc ça ne veut pas dire qu'elles veulent qu'on foute le bordel, ça veut dire qu'elles savent elles aussi que c'est ce qui joue. Alors pourquoi continuer de patienter à chercher des solutions diverses et variées qui vont nous faire attendre encore des années et des années? Il faut attendre quoi? Qu'on soit entré en guerre avec la Russie, qui est la deuxième puissance nucléaire au monde? Il faut attendre quoi? Que notre pays n'existe plus et de face soit une banale région de l'Union européenne avec des oligarques dont on n'a pas la main dessus, qui sont à la main mise de la Goldman Sachs, de Monsanto et d'intérêts étrangers qui ne nous regardent pas? Il faut quoi encore? Pourquoi les gens ne se lèvent pas? Je comprends pas. Comment est-ce que par exemple on peut dire mais enfin c'est pas si grave, il n'y a que 15% de chômeurs en France, il n'y a que tant de milliers, et puis alors là je veux pas dire les chiffres mais je sais que c'est terrifiant, vous vous en doutez, vous savez qu'on a le nombre de gens qui sont sous le seuil de pauvreté, vous savez quand on dit non mais ça c'est pour les Indiens, c'est pour les Pakistanais, c'est pour les mecs du Burundi, nous on est un pays riche, mais vous imaginez pas à quel point on est on est un pays riche qui a quand même quelque chose comme 10 à 15% d'illettrés. Voilà. Je signale que je suis pas sûr qu'au Burundi ils soient pas meilleurs. En tout cas au Ghana ils sont meilleurs, ça c'est clair. Mais bon, mettons ceci de côté. On a une quantité de gens chez nous qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire comme des crevards. Sont malheureux, ces gens-là, ils ont envie de mourir des fois. La misère et on s'en tape. On s'en tape. Alors, ce qui est déjà choquant, c'est que ceux qui sont dans la mouise, je veux dire, si les 15% de chômeurs, déjà ça, descendaient dans la rue pour dire maintenant vous nous pondez un système, ça suffirait. C'est pas possible, c'est structurel. Mais est-ce que vous vous rendez compte amis chômeurs, vous n'avez plus rien à perdre. Au point où vous en êtes. Mais vous n'avez plus rien à perdre. Voilà. Et puis à la limite, alors là je vais faire le sale con. Les mecs, vous avez un peu que ça à foutre. Non, je déconne. Mais parce que c'est pas vrai. Vous avez énormément de choses à faire pour. Je suis chômeur, j'ai que ça à foutre, c'est pour ça que je le fais. Oui, mais enfin donc, bon. Tu peux y aller comme un sale con. Oui, je suis le premier à le revendiquer. Ouais, mais enfin bon, se battre avec Pôle Emploi, se battre avec sans cesse justifier du fait qu'on cherche un emploi. Parce on nous occupe aussi. Hein. Ça va. Non, mais. Psychologiquement, quand tu es à ce point déconsidéré, en plus tu es un sale profiteur. Là, je fais la parenthèse, il va falloir se réveiller. J'en ai parlé avant les vacances. En général, pendant les vacances, on s'endort, on oublie tout. Les poissons rouges vont rentrer de vacances. Ils ont oublié qu'à partir de septembre commence une guerre contre les chômeurs. Tout à fait. Et je dis guerre, pourquoi ? C'est guerre, pour moi, c'est quand on commence à faire mal, quoi. Et vous savez combien il y en a qui se suicident ? Aujourd'hui, quoi, des gens qui sont au bout du rouleau, qui n'en peuvent plus. Et alors ça, je peux vous dire qu'il y en a toutes les semaines, il y en a plus qu'aux attentats de Charlie. Seulement, voilà, ça, oui, mais là, on va pas manifester pour eux. Ah ben voilà. Et je cite éternellement les femmes victimes de leurs conjoints, les mineurs qui se suicident. Enfin, je veux dire, vous voulez du millier de morts injustes ? Mais on en a des milliers tous les ans, vous bougez pas. Puis moi, ça fait 3 ans que je fais des allers-retours entre Bordeaux et Paris. Il y a quelque chose qui m'a particulièrement choqué, c'est que j'ai vu l'explosion du nombre de SDF dans Paris. C'est une explosion que j'ai réellement constatée visuellement, parce que quand vous voyez, enfin il y en a toujours eu des SDF, mais quand vous voyez leur nombre augmenter, que vous voyez, c'est le genre de choses choquantes où on voit des SDF tout frais, c'est-à-dire ils sont encore à peu près bien habillés, à peu près propres, on voit qu'ils ont été foutus à la porte depuis peu de temps, et on les retrouve même à dormir dans des quartiers bourgeois. On se dit mais c'est pas possible, mais dans quel pays on est? Comment un pays aussi riche que le nôtre, parce que nous sommes un pays diaboliquement riche, nous sommes nous sommes d'une richesse incroyable. Nous pourrions avoir du plein emploi, nous pourrions avoir pour tout le monde une dignité en termes de monnaie dans nos comptes bancaires, nous pourrions annuler des tas de dettes privées, nous avons cette capacité, nous sommes un des rares pays qui peut le revendiquer. Et voir des gens qui sont à la rue, mais personnellement, je ne comprends pas comment des gens n'arrivent pas à s'indigner et puis se réveiller et se dire ça n'est pas normal. Comment peut-on accepter ça? Certes, ça fait des années qu'on nous rend apathiques avec toutes ces questions, mais il serait peut-être un moment, le temps de se réveiller, de se dire ça va aller de mal en pis. Et
jusqu'à où ça va aller? Est-ce que les gens sont prêts à accepter aller à la guerre et la misère sociale totale parce que des fous sont au pouvoir et nous trahissent? Ça n'est pas possible. Il faut que les gens qui ont du temps de disponible se réveillent et convergent sur Paris. Nous n'avons plus rien à perdre. Nous pouvons nous organiser proprement et éviter les coups de matraque, et c'est ce qu'il faut éviter. Mais il y a un moment où il faut qu'on se saisisse, qu'on se ressaisisse. Nous sommes le peuple, nos intérêts, nous devons les défendre. Et sans préjuger de ce que la démocratie à laquelle nous aspirons va décider. On n'a pas dit qu'on était de gauche, de droite. On vous appelle à voter pour personne. Tout à fait. C'est pas le but, justement. On voudrait que ça soit que vous votiez pour vous. Que vous, par exemple, plutôt que d'aller voter tous les 5 ans pour des mecs qui vous enfilent, mais allègrement, ça devient carrément honteux. Ça devient carrément honteux parce que ça se voit. Il y a pendant longtemps, on pourrait dire, du fait du niveau d'éducation, des moyens de communication, il y a plein de gens qui auraient été fondés à dire « je me rendais pas compte ». On peut l'accepter, hein. C'est OK. Mais aujourd'hui, faites pas comme si vous n'étiez pas au courant. Donc vous le savez, je sais plus, il y a eu 17 morts au moment de l'attentat de Charlie. Oui, je crois que le chiffre, c'est un truc dans ce genre-là. Vous croisez 40, en allant bosser tous les matins, vous croisez 40 SDF. Vous avez dans votre famille votre gamin qui trouvera pas de boulot avant 30 ans. Vous avez votre père qui est au chôme-du parce qu'il a plus de 50. Ça veut pas dire qu'il est devenu con et bête et qu'il est idiot. Non, c'est juste qu'il est plus rentable. Et ça, vous en croisez tous les jours. Alors c'est vrai, ils sont pas plombés. Ils sont pas plombés à la Kalachnikov. Ça, c'est vrai. Mais alors, comme ils ne sont pas plombés à la Kalachnikov, c'est pas grave. Et puis même si on voulait avoir un rapport relativement égoïste à tout ça, quand on travaille encore, quand on a même un bon salaire, un bon revenu, une entreprise, n'importe quoi, qu'on est rentier, je sais pas, à un moment, il faut bien comprendre que tout le monde va être impacté. Personne ne va être soumis à un droit d'exception, sauf effectivement les ultra riches, comme on dit, et encore ceux-là vont y perdre. Ils vont y perdre des billes. Mais il faut bien comprendre que les gens qui ont un peu d'argent ou une bonne situation, ils vont y perdre parce que plus le climat social se dégrade, moins la consommation est possible. C'est une mécanique économique qui est quand même relativement connue. Plus la consommation baisse, plus l'emploi se dégrade. Et plus l'emploi se dégrade, plus il y a des entreprises qui ferment leurs portes, qui pourraient être la vôtre. Donc c'est pour ça qu'il faut réagir, parce que de toute façon, c'est une mécanique infernale. On ne va pas avoir le choix que de se dégrader encore et toujours plus. Donc même si vous êtes égoïste dans votre rapport à ces problèmes politiques, entre guillemets, il faut que vous réagissiez. Les gens qui ont du temps, qui sont payés, comme diraient nos politiciens, à rien foutre, ils peuvent employer ce temps à faire un travail utile à la société. Moi, en tant qu'activiste, je considère que je suis peut-être payé 500 € par l'État parce que je suis en fin de droit à CEDIC. Je le vis très mal. C'est une indignité personnelle qui fait que je suis même pas capable de pouvoir offrir un verre à une fille avec que je rencontrerai. C'est dire à quel point ça dégrade aussi nos relations sociales, nos relations sentimentales, nos relations de vie. Mais je m'en fiche parce que j'ai la rage au cœur et que je sais pourquoi je n'ai plus rien à perdre, et il y a des tas de gens comme moi qui n'ont plus rien à perdre dans ce pays. Radio Ici et Maintenant sur 95.2, 14h, 17h30, le lundi et le mercredi, on parle de politique. Aujourd'hui, on en parle comme ça. Vous avez vu au début de l'émission, on avait un autre ton. La prochaine fois, si je peux le dire, on va présenter une alternative économique. Je ne sais pas si le système, je l'ai effleuré. Ça ne sera pas pour vous dire que c'est celui-là qu'il faut. Ça sera pour vous dire, déjà, est-ce que vous pourriez réaliser qu'il existe d'autres règles du jeu ? Alors, il y en a d'autres. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes meilleures ou qu'elles sont toutes plaisantes, qu'elles sont toutes à votre goût. Mais déjà, on en est aujourd'hui à avoir la croyance que la mondialisation est inévitable, en fait, qu'on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas d'alternative, l'expression de Thatcher. En fait, c'est une croyance religieuse. Vous êtes pris dans des croyances religieuses qui vous tétanisent. Et ça c'est un fait, on le constate. Ces croyances religieuses, il ne tient qu'à vous d'envisager de vous en séparer. Alors ça ne veut pas dire, ah oui, c'est du boulot. Ah c'est sûr, c'est plus fatigant que de regarder Plus belle la vie. Ça, il faut le dire. Mais bientôt, vous n'aurez plus les moyens de vous payer l'abonnement. Rêvez pas. C'est le seul problème, c'est que ça va mettre du temps. En fait, notre problème, c'est que le niveau d'emmerdement ne monte pas assez vite. Alors vous savez, c'est comme tous ces gens, imaginez, on est tous en train de tomber, et comme on n'a pas encore touché le trottoir, on dit tout va bien. Tout à fait. Alors il y en a devant nous qui sont plus bas, alors ils touchent le trottoir, ils s'écrasent, mais il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas atteint le trottoir. Vous n'avez pas atteint le trottoir dans l'ensemble, on va dire.
Mais lorsque vous l'aurez atteint, c'est d'autres problèmes qui vont... Enfin, vous voyez, puis de toute façon, c'est quand même plus facile de réparer une machine pas encore trop cassée par rapport à une machine complètement explosée. Là, on est tous en train d'attendre que ça explose parce qu'on a la flemme, parce que ça sert à rien, parce que j'y connais rien. Enfin, des raisons à la con qui relèvent de la croyance. Ce ne sont pas des lois physiques. La loi physique, c'est qu'on est en train de se péter la gueule. Et moi, je voudrais demander aux gens pourquoi la Suisse... Je vais citer que cet exemple, mais je pourrais en citer des milliers d'autres, enfin des centaines d'autres, puisqu'il y a presque 200 pays dans le monde, 197 je crois, référencés par l'ONU. Mais pourquoi la Suisse, qui est en Europe, n'est pas soumis à cette fameuse mondialisation inévitable? C'est un très joli slogan, hein, mondialisation inévitable, pour parler du mondialisme, qui est une toute autre thèse. La mondialisation est inévitable depuis Christophe Colomb. Ça, c'est une évidence. Mais par contre, pourquoi les rapports économiques de la Suisse avec le reste du monde sont suffisamment sains pour qu'il y ait moins de 3% de chômage chez eux, que les gens vivent bien? Alors après, on peut faire des tas de critiques sur la Suisse, hein, il y en aura toujours. Mais c'est une démocratie performante, une démocratie directe qui est instituée chez eux. Et en plus, leur climat social est plus que sain. Alors à un moment, il faudrait réfléchir à se dire, tiens, c'est quand même un des rares pays qui est en Europe, qui n'est pas dans l'Union européenne. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces foutus traités européens pour que ça ne marche pas pour tous les pays qui sont dedans, et pour que la Suisse, qui a décidé de, entre guillemets, s'isoler, puisqu'on nous parle d'isolationnisme, de repli sur soi, c'est toujours des slogans, tout ça, c'est pour nous faire peur. Mais la Suisse n'est en guerre avec personne, a des rapports commerciaux avec tous les pays du monde, et pourtant, elle va bien. Il n'y a pas de chômage, il n'y a quasiment pas de gens à la rue chez eux. Qu'est-ce qui va bien chez eux? Pourquoi ça va bien chez eux et pourquoi ça va pas bien chez nous? Lisez les traités européens, tout est marqué. Par exemple, je vais vous citer un article de traité européen, l'article 28 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est ça le vrai nom du traité de Lisbonne, dispose que les États n'ont plus le contrôle de leur réglementation douanière à leurs frontières. Or, la réglementation douanière, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet en fait de faire ce qu'on appelle du commerce équitable. Voilà, le commerce équitable, c'est pas censé être un petit logo pour quelques entreprises qui veulent jouer le jeu, c'est censé être une norme quand on veut que ce soit une norme. Et nous, on nous empêche de normaliser le fait de faire du commerce équitable avec des autres États pour ne pas souffrir, nous, socialement et écologiquement, de ce qui fait nos attaches culturelles et sociales, mais aussi pour permettre à d'autres pays de dire, voilà, si on commerce avec vous, nous souhaitons que vous éleviez socialement, que vous éleviez en termes de votre rapport à l'écologie, et nous sommes prêts à payer plus cher pour cela. Donc c'est quand même mieux que de rester soumis à des traités arbitraires qui nous imposent les lois. On n'a plus la main sur l'économie parce que nous sommes soumis à des traités. Comment peut-on laisser faire ça? Est-ce qu'on est un pays souverain ou pas? C'est quoi l'indépendance des peuples? Juncker, il a dit que non. Hein. Il a dit qu'aucun vote démocratique ne saurait s'opposer au traité. Non, sérieux, il dit ça. Lui, le mec qui a organisé la fraude fiscale en Europe, il nous dit ça, mais il est super calme. Hein. Il n'est pas élu. On est quand même dans des Il y a un mépris pour la démocratie de ces gens-là qui est absolument conséquent. La panade de la Grèce, c'est quand même... Bon, d'accord, il y a des bugs dans l'organisation économique grecque. Ok, mais est-ce que ce sont vraiment si je puis dire, le citoyen grec de base? Est-ce qu'il y est pour quelque chose? Ils ont eu eux aussi leur oligarchie qui a fait des cadeaux fiscaux. Enfin, on vit en plus. Enfin, d'ailleurs, je voulais te dire quand même, la Suisse, une des raisons de son succès, enfin de la qualité de ses rendements économiques, c'est qu'ils acceptent d'héberger les pots de vin du monde. Aussi. Alors oui, il y a ça, mais en fait, il faudrait voir aussi que on parle souvent du système bancaire suisse, mais en vérité, quand on prend les proportions entre les pays, la France a un système bancaire tout aussi puissant que la Suisse. Donc certes, la Suisse a la Banque des règlements internationaux, qui avait permis d'ailleurs durant la Seconde Guerre mondiale au régime nazi d'être financé par certaines fondations, notamment Rockefeller et Ford, du côté américain. Donc certes, on peut se montrer critique avec ça, mais il y a aussi le fait que la Suisse, c'est un pays d'abord industriel, il faudrait quand même le voir, une industrie agroalimentaire, d'horlogerie et puis de machines-outils de précision. Voilà, ça c'est la puissance industrielle de la Suisse, et ça présente une bonne partie de son PIB. Donc la majorité des gens ne travaillent pas forcément dans le système bancaire en Suisse, mais plutôt dans l'industrie et évidemment un peu dans l'agriculture. Donc il faudrait bien voir
il faudrait bien voir que on fait souvent des procès d'intention pour ne pas regarder la réalité du système économique suisse, qui est beaucoup plus diversifié qu'on ne le pense. Et le nôtre ne peut pas être considéré comme un système financier et bancaire qui soit plus sain que la Suisse. C'est totalement faux. Il est tout aussi pourri. En relatif, donc, la mondialisation qui prévoit la spécialisation sous prétexte de rentabilité sur le dos de la pollution des transports fait qu'effectivement, notre industrie disparaît. Je crois que nos grandes marques de bagnoles, par exemple, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien que ce soit Renault ou Peugeot Citroën, en France, ils ne fabriquent en gros qu'un modèle. Tout à fait. Et tout le reste des voitures que vous achetez, Renault, Peugeot Citroën, tout ça, sont fabriqués dans des pays à bas coût, qui ont été intégrés d'ailleurs uniquement pour ça. C'est pas cette extension extraordinaire, on m'a jamais demandé mon avis, enfin, sous-entendu, on n'a jamais demandé son avis à personne. Il y a des pays qui viennent se coller là-dessus. D'ailleurs, l'Ukraine, c'est un exemple pour l'instant avorté, mais on est quand même dans le même truc. Mais franchement, est-ce que la Slovénie, la Pologne ont vocation à être un réservoir d'esclaves pour nos industriels qui, eux, n'ont pas de pays, n'ont pas de nation? S'il faut déménager, quand Volvo veut déménager ses camions en Pologne, par exemple, ils le font, ils s'en foutent. Et les Suédois, ils n'ont plus de boulot. Et ainsi de suite. Bon, c'est quelque chose que nous laissons faire. Et pourquoi ? Parce que nous avons la croyance, j'insiste sur cette histoire de croyance, faut imaginer... C'est totalement religieux. C'est religieux, c'est un sentiment religieux de l'accepter, de on n'y peut rien, de c'est comme ça, et de on n'y peut rien changer, c'est formidable. Bien sûr c'est quand même un lot de croyances, enfin, il y en a que ça arrange bien, et puis pas nous. Moi je suis chauffeur routier à la base, je vais donner un exemple très précis. Quand j'ai commencé à travailler en tant que chauffeur routier, on m'a donné un camion neuf alors que je n'étais pas encore expérimenté et on m'a dit tu vas te balader à travers la France et avec les frais de route cumulés à mon salaire, je me faisais à l'époque un peu plus de 3 000 €. J'étais jeune conducteur, je n'y connaissais rien, je débutais. Aujourd'hui, si je veux faire du national, donc la partie du transport qui paye le plus, je n'en trouve plus. Je ne peux pas espérer même, si j'en trouvais, faire un salaire qui soit supérieur, tout frais confondus, à 2 000, 2 300 €. Donc on a perdu déjà du pouvoir d'achat, mais c'est conséquent. Il y a 1 000 € qui n'arrivent plus dans les poches quand on arrive encore à trouver du national. Et tous les chauffeurs routiers qui m'entendront et qui écouteront la radio le savent pertinemment. Ils savent que c'est du fait qu'on a ouvert les frontières aux travailleurs étrangers qui permet à ce que des esclaves de la route qui viennent de Pologne et d'autres pays en Europe puissent nous prendre le marché parce qu'ils ont des droits de cabotage qui sont accordés par des règlements européens qui leur permettent de prendre 3 fois le marché en France, c'est-à-dire de passer 3 fois dans des entreprises françaises avant de devoir quitter le territoire national, avec en plus un projet d'extension, un cabotage plein et complet. Donc il y a plein d'emplois qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. L'emploi dans le transport se dégrade, mais en plus nos salaires baissent à cause de ça. Comment peut-on continuer à ne rien faire? Et d'ailleurs j'appelle tous les chauffeurs routiers parce que je sais votre pouvoir, hein, je suis moi-même chauffeur routier, je sais votre pouvoir, vous pouvez tout à fait faire des choses extraordinaires, bloquer les centrales d'achat, bloquer les raffineries, ça ce sont des éléments essentiels et stratégiques pour la France. Il suffit de le faire une semaine pour que le gouvernement obéisse à nos revendications. Alors moi je voudrais préciser enfin, moi, je sais pas, tu donneras ton point de vue. Moi, franchement, j'en veux pas aux chauffeurs polonais. Tout à fait. Le chauffeur polonais, on lui a donné une occasion, parce qu'ils étaient un peu plus dans la merde que nous, la vie est plus difficile en Pologne. Le gars, on lui propose 3 cacahuètes de supplément et on lui donne du boulot. On va pas lui en vouloir de le prendre. Et encore, j'ai discuté avec des chauffeurs étrangers, et pour le coup, si on écoutait les salaires qu'ils reçoivent, mais c'est une indignité. Moi, je me souviens d'une discussion dans un restaurant routier avec un mec qui avait une formation d'ingénieur, je crois. Et ça m'avait surpris. Il m'avait dit, moi avec ma formation d'ingénieur, j'ai rien trouvé en Pologne. Par contre, si je prenais la place de chauffeur routier, je me faisais à peu près 900 € de salaire, ce qui était beaucoup pour eux. Et
voilà des compétences qui ne sont pas utilisées chez eux, des gens qui ont des vrais diplômes, qui se retrouvent sur la route parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du boulot dans ce secteur de compétences qu'on ne veut pas développer, parce qu'en fait, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de dire aux pays les plus développés, spécialisez-vous dans le service et dans l'ingénierie, dans ce qui est du ressort des travaux intellectuels, en clair, et on va mettre tout ce qui est travaux physiques et industriels directement dans les pays les plus pauvres. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les gens en France qui ont des compétences, qui savent, je sais pas, être chaudronniers, qui savent conduire un camion, qui savent faire des tas de choses, on va leur dire, vous n'êtes pas assez intellectuel, on vous laisse à la marge, on va donner ça à d'autres pays, et par contre, on va pas leur donner la possibilité de pouvoir se développer technologiquement. Non mais c'est une aberration, c'est une aberration. Et puis, bon, quand on regarde, quand on est démographe ou statisticien, on va pas transformer par magie une population française en l'état est tout à fait respectable. Et oui, il y a des gens qui sont ingénieurs et il y a des gens qui font des travaux plus simples. Est-ce que ce sont pour autant des mauvais Français? Bon, donc ces gens-là ont exactement le même droit au bonheur, à leur façon. Alors, ils ont peut-être d'ailleurs pas envie de se payer des yachts et des Ferrari, et ils ont le droit. Ils ont envie d'avoir une petite vie tranquille et peinard, et on vient leur dire, ah mais non, nous on a décidé pour vous. Alors nous, c'est Supélec ou rien, quoi. C'est les ingénieurs. Mais alors, vous avez prévu quoi, vous, là, les grands organisateurs? Ces gens qui sont mes voisins, mes amis, mes enfants, mes parents, et qui sont pas ingénieurs. Enfin, c'est quand même pas une honte de pas être ingénieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faudra aller au bout du truc, là, parce que là, on va commencer à les chasser en septembre, parce que ce sont des feignants profiteurs. Tout à fait. Bon, comme ça éviterait d'avoir de la sympathie pour eux et de s'intéresser à eux. On en fait des salauds, parce que exactement. Ce sont des salauds, évidemment. Et ces gens-là, mais vous avez prévu quoi? Parce que abréger leur souffrance, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, ils peuvent ouvrir des camps de concentration et puis voilà, nous gazer, aller au bout du raisonnement, puisque vous avez rien. Ah non, mais alors on traîne. Alors du coup, ça nous donne des SDF qu'on chasse des villes, mais enfin, je voyais ce que je dis, évidemment, une horreur pour vous faire réagir. J'espère qu'il n'y aura pas un connard à l'écoute qui va prendre ça au premier degré. Mais franchement, c'est pareil pour les vieux qui sont une charge pour les gens qui travaillent. Mais butez-les. Allez au bout de votre raisonnement, puisque de toute façon, les bons conseils de Jacques Attali. Il vous coûte trop cher. Éliminez les coûts. Vous voyez, il faut aller au bout du raisonnement. Ou alors vous dites, mais finalement, moi, j'ai pas forcément envie de voir le monde à travers le tableau Excel d'un conseiller financier. Exactement. Moi, je veux des boulangers, je veux des cantonniers, je veux des maçons, des menuisiers, des électriciens, et des ingénieurs, et des trucs de haute technologie. Je veux dire, on ne peut pas spécialiser un pays, c'est une honte. Théoriquement, effectivement, quand on fait le tableau Excel, c'est super rentable, parce qu'on ne paye pas le pétrole et qu'on accepte de dégrader l'environnement, ce qui déjà est une saloperie, parce que ça, on ne le facture pas, ça, vous voyez. Et encore, la balance commerciale de la France est excessivement dégradée, donc si c'était aussi rentable que ça saurait. Ça fait des années que notre balance commerciale est en train de décliner et nous crée d'ailleurs le problème de la dette et du déficit de façon générale, parce que c'est aussi relié. Et comment peut-on avoir des gens qui se plaignent d'un système social qui se dégrade, des politiciens qui défendent becs et ongles, des institutions européennes qui sont là pour nous pourrir, et ne pas faire la mise en relation? Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut regarder les choses. Les politiciens signent des traités contre nous. Nous avions dit non en 2005. Il faudrait se rappeler ce non une bonne fois pour toutes. Ça a 10 ans. On a été trahis par tous nos parlementaires. C'est pas que Sarkozy. Il faut bien voir que les parlementaires se sont aussi réunis. Et ils ont voté tous les traités suivants, les plus iniques. Le MES, le TSG. Je ne comprends pas le fait que la majorité des Français se désintéressent des lois qui sont votées, des traités qui sont votés, surtout quand c'est contre nous. À un moment, réagissez. Je vous en supplie, réagissez. Alors, c'est d'autant plus que ça nous va me faire le lien avec un point important. Bon, là, pendant un petit moment, pendant une demi-heure, on a dénoncé. Bon, mais en fait, c'était juste pour vous rappeler des choses que vous saviez plus ou moins, de façon plus ou moins diffuse, plus ou moins précise. On n'a pas vraiment, on en a parlé d'une certaine façon, mais enfin, il n'y a pas de scoop.
Vous êtes au courant. Bon, alors il y a effectivement une part de l'intelligentsia parisienne qui s'est fait un job. Je pense au Canard enchaîné, à Charlie, mais aussi à Soral, mais aussi, et je ne les mélange pas. Attention, je ne les mets pas. C'est pas le même sac, c'est pas le même genre, mais c'est la même méthode. Ils dénoncent pas les mêmes choses, mais finalement, une fois qu'ils ont dénoncé, ils retournent se coucher. À aucun moment, ils nous disent, bon, ça y est, on a compris que voilà, c'est pas bon, ça marche pas, je crois que on a à peu près attrapé. D'abord, tout ne marche. Il y a des trucs qui marchent. Il s'agit pas de tout foutre par terre. Il y a des mécanismes qu'à mon avis, on serait avisé de conserver. Ça marche. Je veux dire, notre système de santé, à part lui couper les vivres, et évidemment, le démolir, globalement, ça tourne quand même. Je sais pas, la sécurité civile, je veux dire, est-ce qu'on a parlé de tout mettre par terre et d'organiser le chaos? Non. Simplement, il y a le moment où il faut aller vers alors effectivement, il y a un côté saut vers l'inconnu. Parce qu'on sait ce qu'on perd. Et pendant un moment, on ne sait pas ce qu'on gagne. On peut savoir aussi ce qu'on va gagner. Et je me permets de parler en ton nom. On n'est pas associés, on n'est pas dans la même tôle, je précise. Moi, je m'appelle Sébastien Mayer, je suis animateur à la radio. Et effectivement, je retrouve Sylvain Baron, l'invité, qui est là. C'est bien de redonner son nom, il y a des gens qui arrivent en cours de route. Il se trouve qu'on se retrouve sur un nombre de choses. Donc on est effectivement relativement en connivence. Ça doit s'entendre. Mais la seule raison pour laquelle on est en connivence, c'est que nous parlons d'un problème qui est tellement gros que ni lui ni moi ne pouvions l'éviter. C'est juste ça. On n'est pas plus malin que les autres. Il se trouve qu'on s'est focalisé sur un truc, on a creusé. Alors je dis on est quand même quelques dizaines de milliers. Hein, oui, ils sont pas tous dans le studio. Mais il y a un paquet de gens qui, à leur manière, avec leurs mots, à travers leur tradition, sont arrivés à la même conclusion. Que ça ne marchait pas, qu'il fallait réviser la machine. Alors après, il y en a qui s'arrêtent là. Parce qu'en fait, ils s'arrêtent là, à la fin, c'est pour nous pousser chez Marine Le Pen. Moi, ça, je peux pas. On va perdre 20 ans. Non, là, c'est là que je me différencie. Que un paquet de gens se différencient. Le jeu est trop. On est un certain nombre à se différencier, à dire, oui, maintenant, par contre, on relève le défi. C'est vrai, c'est pas facile. Comme on s'est jamais occupé de nos affaires, à froid comme ça, nous ne savons pas le faire. Et l'éducation populaire, c'est acquérir l'ensemble des connaissances. Alors ça inclut aller à des ateliers constituants, vous voyez, pour vous raccorder à ce qu'on a dit avant. Eh bien en fait, il suffit d'abord, tout le monde n'a pas besoin de tout connaître, parce que tout le monde n'a pas à tout refaire. Il suffit que chacun se trouve son domaine de compétences, et vous allez découvrir qu'il y a un peu de méthode à apprendre, mais que c'est carrément pas si dur que ça. Faut pas avoir peur, faut arrêter d'avoir peur et de croire. Si les gens ont peur, ils peuvent se référer quand même à des vrais économistes. Jacques Sapir, dans une publication qu'il avait fait avec, je sais plus comment il s'appelle, qui est d'ailleurs parti au Front National, c'est dommage, mais un excellent économiste lui aussi, a expliqué que, en ne jouant uniquement que sur la monnaie, c'est-à-dire on n'est même pas encore sorti des traités européens et toutes les lois de merde des traités européens ne sont même pas abrogées. On a juste récupéré la capacité d'avoir des taux de change qui nous soient favorables. Ceux-ci expliquaient donc que si on récupérait les taux de change et la maîtrise de ces taux de change, nous pourrions réussir à faire baisser le chômage d'au moins plusieurs millions de chômeurs. C'est-à-dire, on parle de millions de gens qui ne seront plus au chômage, juste avec des taux de change, et ça en quelques années. Ils vont produire, ils vont cotiser, il y a un effet, il y a un cercle vertueux, tout comme il y a des cercles vicieux, il y a un cercle vertueux à remettre du monde au travail. Je fais ce rappel périodiquement. Je rappelle que sur 2000 milliards, comme je le dis à chaque fois, mes chiffres sont pas tout à fait frais, et donc ça doit être un peu plus maintenant, mais pas beaucoup vu la croissance. Sur un PIB de 2000 milliards, il n'y a pas 2000 milliards de salaires. En théorie, à la fin, ça donne 2000 milliards de salaires. Non, ça donne 1300 milliards de salaires et 700 milliards qui sont effectivement produits, mais dont la valeur est captée par des gens qui ne travaillent pas. Ça veut dire que si vous vous intéressez à la propriété lucrative et dans ce qu'elle a de pervers, c'est-à-dire en gros faire du pognon sans travailler, parce qu'à la fin, c'est ça. Hein. Bon, si vous mettez fin au faire du pognon sans travailler, vous avez 700 milliards à claquer pour remettre les gens au boulot, lancer des projets pour reconstruire ce qu'on a détruit en termes industriels, pour former, pour redonner un peu de blé à l'hôpital. Pour gagner notre indépendance énergétique, il y a des tas d'infrastructures industrielles. On a l'embarras du choix et trop de fric.
Si je devais simplifier, on a l'embarras du choix des trucs à faire. On va pas avoir un problème de que faire. On va avoir un problème de par quoi commencer parmi les milliers de trucs possibles. C'est là qu'on va se prendre la tête. Et côté pognon, mais oubliez ça. Alors déjà, il y a cette histoire sur les 700 milliards, mais réalisez bien qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde, dans une croyance qui nous interdit de réaliser qu'il suffit vraiment que nous le voulions. Et bien entendu, c'est dur de lutter contre les croyances. Mais je vous assure qu'à quelques détails techniques près, qui ont été d'ailleurs déjà creusé par des mecs compétents. Alors après, faut fouiller, contester, dire que non, lui, c'est pas... Bref, mais ça, c'est la discussion, c'est rien. On a quelques mois devant nous. Il y a... la monnaie, normalement, ça ne vaut rien. C'est un outil gratuit, parce que c'est des écritures comptables, c'est un bien public. Il se trouve qu'il est gratuit, c'est pas comme le pétrole, il est gratuit. Le seul truc, effectivement, c'est qu'il ne faut pas laisser les capitalistes décider des flux. Il faut que nous décidions des flux, que également nous ne fassions pas n'importe quoi. Ça, c'est clair. Ça veut dire qu'on prend une responsabilité, qu'il va falloir inventer un système, le mettre en place, le corriger parce qu'il merde un peu, le revoir, peut-être le changer complètement. Mais c'est ça la vie. Et puis il y a tellement de choses formidables qu'on peut faire avec la monnaie. Il y a le 100% monnaie, il y a la monnaie fondante, il y a des tas de théories monétaires qui on a l'embarras du choix. Ah oui, c'est vraiment génial. Enfin, c'est des trucs de fou qu'on peut faire avec la monnaie. Et puis aussi pour les gens qui ont peur justement de l'inconnu. Il y a un moment, il faudrait regarder dans l'histoire, parce que l'histoire est riche d'enseignements. Des crises politiques avec des insurrections populaires, on en a eu. On en a eu plein. Et est-ce que la France ou les autres pays du monde qui ont connu ces crises, qu'importe les formes de violence ou de non-violence qui les ont accompagnées, est-ce que ces pays ont disparu? Est-ce que les économies se sont forcément effondrées? Est-ce qu'il n'y a jamais eu un rebond derrière à chaque fois? Il y a toujours eu des avancées sociales et démocratiques qui ont été liées à ces crises. Il ne faut pas avoir peur, il faut au contraire y aller avec le baume au cœur en se disant on n'a plus rien à perdre et on sait que de toute façon ça ne peut être que mieux ensuite. C'est une logique historique. Et alors, il y a également un fait qui, moi les économistes que je crois sérieux sont relativement d'accord là-dessus. Ce qui est vrai, c'est qu'au moment où on vire les oligarques et où on vire ces contraintes qui sont des contraintes mortifères pour nous, je veux dire, on se plante des couteaux dans la cuisse. Donc on se retire les couteaux dans la cuisse. Alors c'est vrai que pendant 2-3 ans, c'est le bordel, c'est pas facile. Mais attendez les gars, là, ça fait 200 ans qu'on est dans la merde. Alors on n'est plus à 2-3 ans près. En plus, là, on sera dans des conditions de solidarité qui permettront, à travers une solidarité réelle, et pas une solidarité d'intérêt financier, à travers on va s'arranger, on va se démerder, on va s'héberger, on va se dépanner. On va... oui, il y a des trucs, on va les démarrer en bénévole. Et ce ne sera pas forcément aussi difficile que ça. Moi, j'avais fait un petit calcul. Bon, alors, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais j'avais calculé que en me référant aux statistiques de l'INSEE pour savoir un peu quels étaient les ménages qui étaient dans un état social excessivement dégradé. Donc en gros, j'évaluais ça au fait que les gens qui avaient moins de 2000 € sur leur compte, donc soit ils sont en déficit clairement endettés, soit ils sont juste très légers, on peut tout à fait placer arbitrairement 10 000, 15 000 € sur leur compte. Donc qu'est-ce que ça permet? D'abord, ça permet à des tas de gens de se désendetter, des factures. Attention, ils n'ont pas le droit de les placer. Ah non, on les place pas, c'est fait pour être dépensé. Ça n'existe plus, et ça peut être fait pour solder des dettes, par exemple. Mais on peut le faire, c'est-à-dire qu'on est tout à fait capable, sur un simple ordre du Trésor français, de dire voilà, on gèle une partie des dettes, on en annule une autre partie, enfin on la traficote comme ça nous intéresse, on garantit les épargnes des petits épargnants, et en plus on va donner un gros coup de boost de l'économie les 3 premiers mois où on reprend notre indépendance en disant voilà, il y a de l'argent qui est capté de différents endroits, et on va le mettre directement sur des comptes privés, c'est-à-dire les gens qui n'ont plus d'argent, qui sont endettés. Ça permet quoi? D'abord, les gens qui sont endettés peuvent se désendetter rapidement. Les factures en souffrance sont réglées. Deuxième chose, comme il y a des gens qui ne seront pas forcément trop endettés, mais qui seront justes, ils vont se dire j'ai de l'argent,
j'en profite, je vais consommer, je vais m'acheter un truc qui m'a toujours fait plaisir, que j'ai toujours attendu, je vais acheter n'importe quoi. À condition d'éviter d'importer. Et là, ça c'est pas facile. Tout à fait. On peut ensuite faire voir un peu comment peut-être utiliser cet argent. On peut trouver des normes. Mais l'important, c'est que quoi qu'il arrive, quand les gens consomment, on a un boom de consommation, donc on a une relance économique induite, parce que pour pouvoir satisfaire ce boom de consommation, il va falloir tout de suite aller employer des gens dans la logistique, dans les impôts, dans justement le commerce, dans tout un tas de secteurs de la vie, dans l'industrie, partout. Il va falloir embaucher des tas de gens pour supporter ce boom de consommation. Et c'est ça qui crée en fait un effet qui permet de faire une relance dès le départ. Et même si on s'était endetté pour le faire, admettons qu'on se soit endetté, on s'est dit bah tiens c'est pas grave, au point où on en est, on fait bien des contrats avec des centaines de milliards de dettes pour sauver des banquiers qui ne le méritent pas, bah pourquoi ne pas le faire pour le peuple? Eh bien si on fait une relance économique par un tel boom, et encore il y aurait plein de choses qui seraient à côté, mais très vite cette dette elle est remboursée parce que les impôts reviennent. Parce que dès lors que nous consommons, il y a la TVA qui revient dans les caisses de l'État. Il y a des gens qui sont enfin en capacité de pouvoir payer un impôt qu'ils ne payaient plus. Je rêve de payer des impôts. Ben voilà, quelqu'un qui paye ses impôts, c'est quelqu'un qui est censé être heureux. Ah oui, beaucoup d'impôts. Ça aussi, c'est une croyance qu'on nous a mis. Il y a plein de gens qui trimballent ce truc, qui est en fait la justification stupide chez des gens qui n'en ont pas les moyens, d'un égoïsme qu'on leur fait partager de force en leur lavant le cerveau, alors que fondamentalement, ils n'en avaient pas forcément spontanément l'idée. Par contre, cet égoïsme permet de justifier et de blanchir les vrais profiteurs, le vrai gros pognon, pas vos petits trucs, votre petit machin que vous voulez garder pour vous, et franchement gardez-le, on s'en fout, mais par cette petite attitude avec vos 5000 € placés, vous cautionnez Arnaud, Bolloré, les conseils d'administration du CAC 40, et là on parle de vrai gros pognon. Vous cautionnez en fait avec vos petites rentrées, parce que vous avez par la croyance accepté l'idée que vous auriez une retraite de merde. De fait, alors on vous a dit, ben oui, mais vous voyez, c'est comme on vous met dans un pseudo-état de nécessité, c'est-à-dire qu'on vous coupe les pattes, et après on vous explique qu'il faut vous acheter une prothèse. Et après vous allez défendre, évidemment vous allez défendre la prothèse mordicus, c'est-à-dire si je m'en sépare, je vais tomber. Mais la question c'est qu'on te rende tes jambes, mon gars. Il y a un proverbe chinois qui dit, il ne faut pas donner le poisson à quelqu'un qui a faim, il faut lui donner la canne à pêche. Il me semble qu'on est tout à fait capable de le faire en France. Après, c'est une question de volonté. Mais là, actuellement, je suis sûr qu'en fait, la majorité des Français qui se revendiquent de la gauche protestataire ou de la droite protestataire, en fait, pensent strictement la même chose. Parce qu'ils savent très bien que notre pays est capable de jouer à fond la solidarité et que actuellement, ils savent tous que ce qui est fait, c'est antisocial au plus haut point et c'est antidémocratique. Il y a un moment, il va falloir que ces gens arrêtent de se diviser. Il y a des gens qui ne viennent pas de chez vous. Ils ne viennent pas du Front de gauche, ils ne viennent pas du Front national. Ils sont actuellement en train de dormir sur la place des Invalides et puis d'organiser des sittings, des manifestations, des cortèges. Mais rejoignez-nous sans vos banderoles pour qu'on vous considère simplement comme des simples citoyens. Nous savons que nous avons des idées en commun, des choses qui sont en commun. Alors après, il y a des tas de choses qui nous divisent. On est plus ou moins conservateur ou libertaire, ça c'est sûr. Mais ça, c'est des choses où on sera toujours divisé là-dessus, parce que c'est exactement là-dessus que nos politiciens cherchent à nous diviser. C'est trop facile de dire je ne peux pas être allié avec quelqu'un qui préconise la peine de mort ou qui a des vues plus ou moins conservatrices sur l'immigration, etc. Parce que moi, je suis excessivement libertaire. Mais c'est normal, ça fait partie de notre conscience morale. C'est des points de vue moraux. Ce ne sont pas des points de vue politiques, ce sont des points de vue moraux. Là, on parle de points de vue politique au sens économique, social. Là-dessus, tout le monde peut être d'accord. Il faut absolument que ces divisions stériles cessent, parce que les gens qui votent pour ces partis-là, l'écrasante majorité, ne sont pas des ultra-radicaux, ce ne sont pas des gens qui, soit d'un côté, peuvent être racistes et ultra-conservateurs, soit de l'autre côté, ultra-libertaires et complètement bobos. Ce sont des gens qui sont normaux et qui, ne trouvant aucune solution dans l'échiquier politique, sauf ce que la télé veut bien leur donner à manger, prennent ce qu'ils peuvent. C'est tout. Ils prennent ce qu'ils peuvent. Donc, à un moment, il faut réfléchir et se dire, nous sommes citoyens. Le consensus, le creuset républicain, c'est d'être unis. Nous devons être unis, et cela, ça se fait sans banderole.
Eh ben, ça équivaut. J'avais une autre image. En fait, vous choisissez le plat le moins dégueulasse dans un menu. Vous envisagez pas de changer le cuisinier. Et de dire, mais attends, oui, évidemment, je prends le moins pire, mais virez le cuisinier et dites-lui ce que vous voulez avoir sur la carte. Tout à fait. Et ça, vous l'envisagez pas. Et pourtant, dans la base du commerce, d'ailleurs, c'est une évidence. C'est-à-dire, le cuisinier, il le sait. Hein, s'il vous met pas à la carte des plats dont vous avez envie, dans un vrai resto, bah, vous y allez pas. Donc ça, c'est juste du bon sens. Exactement. Et pour la politique, alors là, par contre, on devient tous des gros benets. C'est ça. Et c'est incroyablement stupide d'ignorer sa propre puissance. Et on est vraiment, pensez ça comme ça, on est dans la croyance. La croyance dans l'enceinte privée, bah d'abord, il y a écrit privé, donc ça ne me regarde pas ce que vous faites dans votre vie privée. Et vous pouvez avoir toutes les croyances que vous voulez ou ne pas en avoir, ça ne me regarde pas. J'ai même pas à émettre un avis ou une idée. Ou alors, c'est parce que vous m'invitez à bouffer et on discute. Mais ça, c'est pareil. Moi, je suis à ce moment-là rentré dans votre vie privée. Mais pour ce qui est de la vie publique, on devrait quand même pouvoir se mettre d'accord. C'est un peu le principe. C'est ça, faire une société. C'est faire des consensus, faire des concessions. Et franchement, quand on est entre nous, on peut facilement se trouver des combines où personne ne fait de grosses concessions. Ça va être léger, ça fonctionne, mais à condition que ce soit nous qui décidions, plutôt que d'être obligés de piocher dans un menu qui nous divise, déjà, qui nous mène en bateau avec des fantasmes et des croyances. Et puis à la fin, bah, concrètement, voilà, chômeurs, chute, trottoirs qui se rapprochent, et toutes ces sortes de choses dont on vous a parlé. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2, c'est l'émission politique. Bah, il en faut un peu. Alors, il y a des gens qui râlent d'ailleurs. Hein. Des fois, j'ai des appels. Il y a des auditeurs. Vous êtes devenu une radio de gauchistes. Alors, d'abord, excusez-moi, monsieur, madame, pas spécialement ni gauchiste ni droitier. Alors, à ce moment-là, le gars vous dit alors vous êtes donc d'extrême droite. Bon, ok, alors. Ça va, là, les conversations à la con. Non, on voudrait poser, y compris avec vous. C'est avec vous qu'on veut discuter. On veut plus aller... Vous avez remarqué comment ça se passe, un machin politique, un raout politique. Vous avez un mec sur une estrade et vous avez des gens qui sont assis sur des chaises. On reproduit exactement la salle de classe. Les mêmes qui disent « Oh, éducation populaire, alors pour qui tu te prends? Alors t'es le prof ?» Attends, les mêmes vont à des réunions politiques où ils s'assoient sagement comme des élèves bien sages, vont applaudir au moment où il faut... Et où à la fin, à part brailler, il se passe rien, quoi. C'est de la manipulation. À la fin, ils devraient convenir qu'ils n'ont jamais ce qu'ils veulent. Alors voilà, c'est lutter contre les croyances. Et peut-être on puis vous en a donné comprendre que les un partis aperçu. politiques sont réellement fonctionnent exactement comme les religions. Ça fonctionne exactement de la même façon parce que dès lors qu'on est dans une communauté de gens qui partagent un certain nombre de valeurs, qui ont un petit peu les mêmes tribuns, voilà, ils les reconnaissent. Et qu'on est dans cet effet de groupe, c'est un effet de masse. Donc à un moment, on perd un petit peu sa propre part d'individualité, son propre raisonnement habituel. Au nom du rassemblement. Voilà. Et du coup, forcément, il nous faut des ennemis. C'est important d'avoir des ennemis en politique parce que d'abord, il y a une adversité qui est réelle sur des points de vue politiques. C'est vrai que tout se discute. Mais surtout que quand on va prendre au niveau des partis populistes, des choses qui sont un peu radicaux, on voit bien qu'il y a entre le Front National et le Front de Gauche une guéguerre qui devient anti-républicaine. Moi, je m'en fous de savoir que quelqu'un est au Front National ou au Front de Gauche, j'en ai strictement rien à foutre. Même j'en ai rien à foutre à la rigueur de savoir que je suis pas un anarchiste, donc j'aime globalement pas tellement le propos des anarchistes, autant que je n'aime pas le propos des gens qui sont ultra conservateurs et vont avoir des théories fumeuses, voire des propos racistes. Je n'aime pas ces gens-là, mais pour autant, j'en ai rien à foutre du moment qu'ils sont d'accord sur le fait qu'on est soumis aux mêmes lois et aux mêmes intérêts fondamentaux. C'est ça qui m'intéresse. Pas de ça. Il y a des gens, la majorité des gens avec qui je vais parler, on sera d'accord globalement, on arrivera à s'entendre, on sera copains parce qu'en fait, la plupart des gens ne sont pas des ultra radicaux d'un clan ou d'un autre. Ils arrivent à discuter. Mais il faudrait que les gens du Front de Gauche en particulier, parce que moi ce que je constate, c'est qu'au Front National, mine de rien, c'est un truc con, hein, mais je n'arrive toujours pas à le comprendre. Comment ça se fait que des gens qui sont censés être les pires, du point de vue de leur doctrine, soit finalement ceux avec qui j'ai le moins de difficultés à discuter, alors qu'à la base je suis plutôt clairement opposé au FN,
alors que je suis plus proche des idées que j'entends au front de gauche, sauf sur la question européenne qui est un peu alambiquée, mais je suis plus proche de leur vue sociale, écologique, etc. Et pourtant, j'ai des difficultés beaucoup plus grandes à discuter avec eux, parce qu'il y a un espèce de fait religieux qui fait que, si t'es pas totalement dans nos idées, ou si tu veux sortir de l'euro, c'est forcément que tu es du Front National. Mais c'est quoi cette connerie? Les mecs du Front National, comme les mecs du Front de gauche, sont tous en train de critiquer l'Union Européenne, de critiquer l'oligarchie, le traité TAFTA. Ils sont tous en train d'être d'accord là-dessus, et ça voudrait dire aujourd'hui que si par exemple on critique l'euro, on est d'extrême droite, mais c'est une connerie. Il va falloir que les gens se réveillent. La gauche radicale n'est toujours pas réveillée. C'est pour ça qu'il y a une partie d'ailleurs de ces voix qui glissent vers le Front National, parce que les gens en ont marre. Ils se disent, ils veulent pas nous sortir réellement du pétrin. L'euro, ils en font un dogme, alors qu'on voit bien que c'est une monnaie antisociale au plus haut point et antidémocratique. Et pourtant, ils veulent pas voir les points de convergence. TAFTA, ils sont tous d'accord, mais non, c'est si c'est le Front National qui est contre TAFTA, c'est pas pareil, parce que le Front National va être contre, mais on ne sait pas pourquoi il va être contre différemment de nous. Non, il est contre exactement de la même façon qu'un mec qui est de la gauche radicale. Faut arrêter, faut se réveiller un peu. Vous avez entendu là? Non, il est énervé le monsieur. Nous sommes avec Sylvain Baron. Et moi je m'appelle Sébastien Mayer, et cette émission du lundi, du mercredi, essaye de vous donner des informations un peu, hélas, on va être obligé de dire original, ce qui est au fond complètement stupide, mais c'est original dans le paysage audiovisuel, n'est-ce pas? Et c'est terrible, c'est terrible. Et au fond, de vous amener avec ces informations, prenez-les, vérifiez-les, contestez-les, d'accord, mais au fond, pas avec des trucs superficiels en traitant tout. Ça, on se fait traiter de facho à une vitesse, mais partout. Hein, je dis pas, c'est pas ma parano à moi. Hein, peu importe, on s'en fout. Je bouquine des trucs, vous savez, sur les réseaux sociaux, des articles, des machins. Il y en a toujours un qui débarque pour stériliser le débat. À croire que finalement le meilleur allié du MEDEF, c'est pas à copier, ce sont les antifas. Tout à fait. Dès qu'il y en a un qui essaye d'émettre une idée, on n'a pas dit qu'elle était bonne, encore, on n'en a pas encore parlé. Mais même, on envisage juste d'en parler, du genre, on ose ouvrir notre gueule. Non, mais il suffit qu'un mec d'extrême droite ait un jour dit qu'il avait cette idée, donc... puisqu'un tel d'extrême droite a dit qu'il était d'accord avec cette idée, ça veut dire que tous ceux, même de gauche, qui auraient une idée similaire, sont forcément à l'extrême droite. Enfin, c'est un délire rhétorique par association qui est tellement navrant et stupide, je ne sais même pas encore comment des gens, surtout qui se réclament de gauche, pour moi la gauche est censée être un centre intellectuel conséquent. Social. Voilà. Comment des gens peuvent encore avaler ce genre de couleuvre? Ça fait des années que les antifas, et encore quand je dis les antifas, je tiens à préciser, parce que je pense qu'il y a réellement des gens qui se revendiquent de l'antifascisme, des réseaux libertaires, et qui ne veulent pas être associés aux espèces de trolls, là, les corbeaux qui ne veulent pas s'identifier et qui nous salissent constamment. Je ne crois pas que ce soit tous les antifascistes, les vrais, qui se reconnaissent dans cette propagande dite antifa. Il y a vraiment des trolls et des corbeaux qui sont là pour noyauter tous les réseaux libertaires et de gauche, et qui sont en fait les pires ennemis de la gauche. J'insiste là-dessus. Si la gauche a encore un sens, si on peut encore parler de gauche comme un point de vue, comme des valeurs sociales, démocratiques, d'émancipation des gens. Enfin, moi je crois pas tellement en ce système gauche-droite pour des raisons plus historiques que voilà. Pour moi c'est de la sémantique ces questions-là. Mais si à gauche on considère encore défendre des valeurs sociales et démocratiques, si on pense qu'on défend la libre disposition des peuples, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, des grandes valeurs. Mais merde, arrêtez d'écouter ces connards. Ils ne représentent rien. Et osez vous affranchir des dogmes et des croyances. Vous savez, il y a une autre petite croyance. Les extrêmes se rejoignent. Ah, ça, c'est un des trucs les plus crétins qu'on ait jamais entendu. C'est bassiné comme ça, en passant, hein, vous le voyez pas venir, ça passe dans les conversations à la télé. Et moi j'entends des gens qui le répètent. Et je dis pas que ce sont des andouilles.
ce serait incroyablement prétentieux et je pense injuste, mais réalisez, enfin, vous savez, cette histoire de la matrice, quoi. Vous réalisez que vous ne faites que répéter des idées qui ne sont pas les vôtres et vous ressortez des raisonnements que vous n'avez pas parcourus vous-même, mais quand vous les racontez, on a l'impression que c'est des idées à vous. Essayez de reconnaître, c'est Gurdjieff qui avait mis un accent là-dessus et qui vous dit, essayez de faire l'inventaire de toutes les idées que vous avez émises dans une journée. Et parmi ces idées, en écartant les idées banales, l'eau ça mouille effectivement, donc c'est pas grave, on va pas se battre sur tout, mais essayez d'évaluer la quantité d'idées qui sont émises, qui ne sont pas simplement des idées que vous répétez. Ouais. Parce qu'on vous a bien massé l'encens du poil. La plupart des idées, je sais qu'elles ne viennent pas de moi dans ce que je raconte. Il y en a une seule où je cherche encore, parce que, et d'ailleurs, si quelqu'un qui fait la philosophie du droit, enfin, voilà, qui s'y connaît, je serais ravi de pouvoir discuter avec lui et d'avoir des informations. J'ai construit une idée qui s'appelle la désignation populaire. Donc il s'agit pour chacun des Français de proposer, en fait, de désigner des personnes qui pourraient être de bons ministres. Donc pour chaque ministère, on dit voilà, ce type-là, je le trouve très bon. Et puis il y en a un autre qui dit non, celui-là serait très bon. Ça peut être le voisin. Voilà, tout à fait. Hein, ça peut être n'importe qui. On tape pas dans le stock qui passe à la télé. C'est un type que vous connaissez. Ça peut être autant des gens qui passent à la télé que des politiciens qui prétendent au pouvoir, que des gens qui n'y prétendent absolument pas. Donc par exemple, Pierre Rabhi, c'est l'exemple que je cite toujours. Hein, ou Étienne Chouard, c'est les deux exemples que j'aime bien citer. Ces gens-là ne prétendent absolument pas au pouvoir, on peut les citer, mais aussi son voisin, on sait qu'il est très très bon sur une question particulière qui vaudrait qu'il soit nommé un ministère, on peut aussi le présenter, c'est un strict inconnu. Donc on peut le faire à travers un système de parrainage, enfin voilà, on peut trouver la façon de le faire, mais ce qui est important, c'est que ces gens-là n'ont rien demandé, on les met à concurrence avec un scrutin public qui est ouvert, où on peut retirer son vote, rechanger de vote, etc. pendant un certain temps, et un mois avant ou 15 jours avant la fin du scrutin, eh ben, on va voir ces gens-là et on leur dit voilà, vous les trois premiers, vous avez été désignés et puis vous avez des tas de gens qui vous suivent. Est-ce que vous voulez continuer? Est-ce que vous êtes prêts à assumer une telle charge? Donc soit les gens se retirent, soit ils acceptent pourquoi on les charge, et ensuite on va au scrutin définitif qui est par référendum, par voie référendaire. Mais ça nous permet d'avoir un gouvernement complet qui soit réellement légitime. Et cette idée-là, en fait, c'est quelque chose à laquelle j'avais réfléchi, mais sans trouver de source là-dessus. J'avais pas trouvé de source littéraire dans la philosophie ou dans d'autres régimes qui puissent exister dans le monde qui l'auraient proposé. Et je suis sûr, parce que je ne crois pas au fait que cette idée soit de mon fruit seulement, elle a dû exister ailleurs, et je cherche en fait de la littérature là-dessus pour pouvoir la perfectionner. Mais voilà, c'est un exemple concret de choses où en fait on brasse des idées qui ne sont pas les nôtres, et très rarement on peut avoir une idée qui nous soit personnelle. Sylvain Baron, qui est avec nous et qui a participé au raout du 14 juillet, va maintenant nous donner sa conclusion. On est vraiment à quelques minutes. Moi, je vous dis déjà au revoir. À mercredi prochain, il y a du programme. C'est incroyable. Pour la période des vacances, comment c'est dense. J'espère que vous n'êtes pas en vacances. Ici et maintenant. Ça et Monsieur Baron, une fois. Alors, je voudrais juste terminer, puisqu'il faut faire une conclusion. Sur un appel d'abord je voudrais remercier tous et rendre hommage à tous ceux qui sont encore là sur Paris, qui sont toujours de la province, et puis à tous ceux qui les hébergent. Je vous remercie et puis je vous dis ma totale, je suis totalement avec vous et je continue d'être là. Alors comme on n'a pas eu le temps dans les assemblées populaires de pouvoir définir un petit peu le programme de la semaine prochaine, je me suis permis d'en faire un au nom des décrocheurs pour éviter toute polémique avec le mouvement du 14 juillet, mais qui nous permet d'avoir quelque chose durant la semaine, le temps que les assemblées citoyennes puissent elles-mêmes s'organiser là-dessus. Donc demain, il y aura un sit-in à l'AFP, c'est le 11 place de la Bourse, c'est le métro ligne 3 et c'est à 16h. Ensuite, on ira à Europe 1 faire un même sit-in. Donc on a besoin d'une 50aine de personnes, on n'a pas besoin d'énormément de gens. Ça dure une demi-heure maximum, on parle avec un journaliste et ensuite on s'en va tranquillement. Et ensuite, on reviendra sur les Invalides, là où se déroulent les assemblées citoyennes. Et je proposerai qu'on se mette à part avec ceux qui le veulent pour apprendre l'intégrale de la Marseillaise, puisqu'il s'agit de la chanter intégralement à nos gendarmes lorsqu'on est avec eux.
Et ça va continuer comme ça tous les jours. Il y aura ainsi sur mercredi un sit-in prévu à iTélé, un sit-in prévu à Canal+. Et je ne vais pas vous faire tout le déroulé du programme. Ce que je peux vous dire simplement, c'est rejoignez-nous. Venez à la Bastille demain à 14h parce qu'on va distribuer quelques tracts. Et c'est à partir de la Bastille qu'on va aller converger vers l'AFP et puis Europe 1 ensuite. Et rejoignez-nous parce qu'on a encore besoin de vous. Ça n'est pas terminé. Ça continue. J'insiste sur le fait que ça continue parce que certains croient que c'est en train de se déliter. Non, nous sommes motivés. Il y a des provinciaux qui repartent parce qu'ils n'ont pas le choix, mais il y en a d'autres qui arrivent pour les remplacer. Et on sait qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et il y a aussi des Parisiens qui commencent à se réveiller. Donc c'est le moment ou jamais d'y aller franchement. Il faut qu'en fait sur une semaine on soit de plus en plus nombreux jusqu'à arriver à une masse critique qui va nous permettre de faire un défilé. Et je vais demain aller voir la préfecture pour enregistrer une marche de Nation à République de 14h à 16h samedi prochain. Donc les gens qui avaient aimé le fait de pouvoir marcher dans la rue et puis chanter un peu et voilà, se faire voir, ça va être le moment ou jamais. J'appelle tous les Français à converger sur Paris, c'est le moment ou jamais, nous sommes là, nous tenons bon.